Tu vois, on parle des beaux aspects du côté frontalier, du côté de l'emploi en Suisse. C'est assez brutal dans les deux sens. C'est-à-dire que autant tu peux être embauché le jour pour le lendemain, ou presque, autant tu peux être débauché. Enfin, je me rappelle encore de ce jour, parce qu'il est quand même gravé. Tu arrives au bureau, puis là, il y a un carton sur ton bureau. À cette époque-là, il y a un joueur de foot qui quitte l'Olympique Lyonnais pour aller jouer au Real Madrid. Il s'agit d'un certain Karim Benzema. Je vais le chercher par Facebook, au culot. Je lui dis, écoute, voilà, nous on est à Lyon, je suis lyonnais aussi, comme toi, et on a un avion d'affaires. Je lui dis, écoute, si t'as besoin, je suis là. Et le coup de bluff marche. Le gars me dit, file-moi ton numéro, je t'appelle ce soir. Je pense qu'un sujet qui intéresse énormément les gens qui vont regarder et sur lesquels moi j'avais beaucoup de préjugés, les prix des avions. Quels sont réellement les prix des avions en aviation privée? Donc je préfère parler du Cessna Citation Mustang, qui est un avion de 4 places qui va se louer entre grosso modo l'heure de vol. Tu veux faire un Genève-Paris puis revenir le soir une fois que tes réunions sont terminées ou que ton meeting est terminé. On est à un peu plus d'euros pour l'utilisation d'un Cessna Citation Mustang pour faire un Genève-Paris, Paris-Genève. Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. Aujourd'hui, on se retrouve avec Anthony qui a un profil très intéressant dans l'aviation et j'espère que cette vidéo va pouvoir vous convenir. Il va pouvoir vous raconter son histoire, son parcours, les différents prix des vols et comment il en est arrivé à justement son poste dans l'aviation privée. Donc maintenant, je vais te laisser te présenter, Anthony. Ouais, peux-tu dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens? Alors merci Jordan pour l'invitation. Donc je suis Anthony Rejoigny, j'ai 41 ans. Ça fait maintenant 21 ans que je suis dans l'aviation d'affaires. Okay. J'ai toujours commencé là-dedans. En fait, j'ai pris un petit peu la suite de mon père qui était déjà dans l'aviation d'affaires depuis des années aussi. Du coup, j'ai toujours été dans un avion depuis plus tendre enfance. Et voilà, c'est un peu comme ça que l'aventure a commencé. J'avais deux passions, le foot et l'aviation. Et comme je t'ai dit et comme dit Alban Ivanov, au niveau du foot, j'avais qu'un seul problème, c'est que j'étais nul. Donc du coup, ça allait pas fonctionner pour le foot. Donc j'ai passé un brevet de pilote d'avion très très vite gamin. Et puis ensuite, à la suite des études, je pense que c'est le point qu'on étudie, dont on parlera après. J'ai suivi un parcours step by step pour gravir les échelons progressivement. Ok. Et donc, tu as pu commencer donc, dans l'aviation de par tes parents qui étaient déjà dans ce domaine. Ouais. Mais par quoi tu commençais au niveau de ta scolarité? Alors, du coup, la scolarité, moi, j'étais à la sortie de la troisième. En fait, ce qui se passe, c'est que mon père avait travaillé dans une compagnie d'aviation d'affaires privée. Et moi, depuis gamin, j'allais l'aider. Donc, je pouvais aller ramasser les bagages, aider à porter les bagages des clients. Dès que je pouvais aider les pilotes, j'y allais. Enfin, voilà, je voulais être au plus près des avions tout le temps. Donc, à la fin de ma troisième, moi, ce que je voulais, c'était bosser. Sauf que j'avais une maman qui tenait absolument à ce que j'ai un bac. Et je voulais absolument arrêter l'école parce que je m'y sentais pas bien. Donc, on est arrivé à trouver un compromis. Je lui ai dit, écoute, je continue, je fais un bac, mais je le fais en alternance. Donc, j'ai fait un bac pro commerce. Ça a duré 3 ans. Ça fait plaisir maman quand il y avait le bac. Et puis derrière, la fin de la scolarité avec un bac pro commerce en poche. Ok. Et après, justement, après ce bac pro, alors comment t'en es arrivé justement dans l'aviation? Du moins, t'es retourné sur tes racines? En fait, j'étais à Lyon. Je suis lyonnais à la base. Donc j'aidais, comme je te disais, mon père dans son boulot. Et puis, j'arrivais pas à trouver ma voie dans l'aviation. J'allais pas devenir pilote parce que qu'on le veuille ou non, pilote, il faut quand même des connaissances en termes mathématiques, etc. Et j'étais pas calé maths. Donc, j'allais pas aller vers un boulot de pilote. Mais je me disais qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Alors, j'allais toujours l'aider tous les soirs, en cherchant ma voie à la fin de la troisième, à la fin de mon bac. J'allais l'aider à chaque fois. Et un jour, dans l'aéroport, il y a une dame qui vient me voir, qui travaillait dans l'aéroport, et qui me dit « Mais tu sais que ce que tu fais, là, porter les bagages, aider les pilotes, ça a un nom ?» Ok, ça s'appelle l'assistance aéroportuaire, le handling. J'avais jamais entendu parler de ça avant, en fait. Et je lui dis ok, mais elle me dit, mais tu devrais aller te former sur l'autre aéroport de Lyon. Il y a un gros aéroport à Lyon qui s'appelle l'aéroport de Saint-Exupéry. Tu te formes à l'assistance aéroportuaire. Et puis, vous devriez créer quelque chose sur le petit aéroport d'affaires de Lyon. Je suis ses conseils, j'en parle à mon père. Je vais me faire former à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, donc dans les gros avions, là, pour le coup, les avions de ligne. Et puis, je reviens avec cette idée de créer une compagnie. Puis, on crée une compagnie d'assistance aéroportuaire à l'aéroport de Lyon. Ça dure comme ça 2 ans. Donc, on crée un truc qui n'existait pas ou très peu. Il y avait une autre compagnie, une amie que je salue qui s'appelle Madame Pichard, c'est une société d'assistance aussi. Mais il y avait quasiment aucun il y avait une niche, quoi, si tu veux apprendre. Donc, on a pris cette niche, on a créé ça pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, l'aéroport, il nous a dit, bon, c'est sympa ce que vous faites, mais vous faites du business sur notre aéroport, donc
on reprend la main et on vous enlève votre agrément et on crée notre société d'assistance aéroportuaire à nous. Ok. Donc première grosse désillusion parce qu'on avait créé une compagnie pour ça, donc créé une société. Donc c'était une belle entreprise, enfin une belle aventure entrepreneuriale. Et puis d'un seul coup, boum, tu te fais scier et tu repars à zéro. Donc là, je suis après 2 ans après mon bac, une expérience de 2 ans dans l'aviation d'affaires, à assister des compagnies aériennes. J'adorais faire ça. Donc j'allais, je te dis, assister soit des hommes d'affaires qui arrivaient et qui avaient pas mal de bagages et je les aidais, soit encore mieux des équipes de foot qui arrivaient à Lyon. Et alors là, pour moi, c'était le rêve parce que comme passionné de foot, je leur portais le bagage. Tu vois, j'étais aux anges, quoi. Donc je côtoyais des joueurs de foot de l'Olympique Lyonnais à l'époque, des mecs comme Juninho, qui est un joueur de foot de Lyon qui était connu, Karim Benzema, qui deviendra une grande star après et qui va avoir un rôle dans ma vie après. Et puis, et donc voilà, donc tout s'arrête et j'ai plus rien en tête. Et là, on commence à me parler de la Suisse. Il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, mais tu peux faire ce travail-là d'assistant aéroportuaire. Si tu veux le faire en France, tu as l'aéroport de Paris-Le Bourget, qui est le plus grand aéroport d'affaires d'Europe. Ok. Et tu as l'aéroport de Nice, dans le sud de la France, où il y a un gros volume aussi d'aviation d'affaires. Mais bon, il faut déménager à Paris ou à Nice. Puis je réfléchis, je me dis, mais il n'y a pas une solution plus près. Ah si, il y a plus près, il y a Genève. Et à Genève, il y a un gros aéroport et un gros segment pour l'aviation d'affaires. Je dis oui, c'est génial, c'est à 150 bornes d'ici. Mais bon, si tu veux, dans mon esprit, Genève, c'était un peu Monaco. Tu vois, c'était trop grand, trop beau, c'était assez inaccessible. Donc j'avais ce frein-là en me disant c'est peut-être trop gros pour moi. Et il y a un salon d'aviation d'affaires qui a lieu tous les 2 ans, qui s'appelle l'E-Base, qui est assez connu maintenant. Et si tu veux, je me dis, bah, je vais peut-être commencer par ça. On était au mois d'avril, mois de mai, tous les ans. Et il y a encore ce salon d'aviation d'affaires tous les ans. Bah, il y a ce salon d'aviation d'affaires. Donc je vais au salon d'aviation d'affaires avec la forte envie de me faire recruter en poche. Alors, c'est pas vraiment fait pour ça à la base, hein. C'est plus un salon B2B assez sérieux, etc. Oui, c'est pas pour fait pour acheter des postuler. avions, hein, il me semble. Ouais, c'est pour acheter des avions, pour visiter des nouveaux modules. Mhm. Bah, c'est vraiment très B2B. En général, tu vois tout le gratin Je crois que de c'est même l'aviation sur d'affaires. du moins, c'était peut-être pas comme ça à l'époque, mais c'est sur invitation C'est de uniquement. plus en plus difficile parce que c'est géré par des Américains. En fait, ce salon, c'est un Ok. salon qui est mondial, mais c'est géré par des Américains. Et de plus en plus, ils donnent des restrictions en fait à l'entrée de ce salon. Ok. Et déjà à l'époque, c'était quand même assez compliqué. Tu as raison de rentrer là-dedans, mais j'ai trouvé un module pour avoir une invitation. Donc je me retrouve à ce salon d'aviation d'affaires à Genève au mois de mai. Ok. Il y a 4 structures à l'époque à Genève sur l'aéroport qui font la même chose que moi je faisais à Lyon, qui font de l'assistance à l'aviation d'affaires. Il y a Jet Aviation, je le dis parce que ça peut intéresser aussi les gens qui voudraient se lancer là-dedans. Bien sûr. Il y a Jet Aviation qui est une société donc, qui fait de l'assistance à l'aviation aux avions d'affaires. Donc, Ok. l'assistance aéroportuaire que pour les avions d'affaires. Signature, Ok. qui est une autre structure. À l'époque, ça s'appelait Privateport, maintenant ça s'appelle Swissport. Et Dassault Aviation. Ok. Donc il y avait ces 4 structures qui étaient là. Alors à l'époque, elles avaient un autre nom, hein. Dassault, ça s'appelait RUAG. Enfin bon, bref, pour les passionnés d'aviation, ils auront fait la correction eux-mêmes. Et donc je vais rencontrer les 3 patrons. Il y avait Bernard Azzira, je suis obligé de les citer parce qu'ils se reconnaîtront, Bernard Azzira, Arthur Kildiz et Aldo Salzillo, qui étaient les 3 plus gros patrons des sociétés d'assistance, et je leur explique mon histoire. Et comme ça arrive souvent en Suisse, ils me disent « Ok, mais tu commences la semaine prochaine. » Ok. Et là, on est dans les années 2006, je crois. Donc, tu vois, je suis sur la grosse vingtaine, et je me dis « Mais ok, je fais comment mon histoire ?» Parce que là, ça va être un peu chaud à trouver une solution, d'autant qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il fallait y habiter dans un rayon, je crois que c'était 30 km autour de Genève, enfin de la Suisse, pour pouvoir être accepté en tant que frontalier. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors non, pas forcément. Non, on peut habiter plus loin. J'ai des frontaliers en Angleterre, Ok, mais qui sont obligés de rentrer par contre quotidiennement, du moins pour d'accord. prouver, ils doivent justifier le fait qu'ils sont frontaliers quand même et qu'ils rentrent quotidiennement. Ah bah ça, c'est un frein en moins. Voilà, Ouais, c'est déjà ça de mieux. c'est peut-être un peu moins compliqué. Ouais, carrément. Donc moi, je me retrouve avec cette proposition d'emploi la semaine d'après. Je ne sais pas si ça a été aussi évoqué par d'autres de tes intervenants, mais souvent, ça va très vite. Oui. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, mais souvent, ça va très vite. Et donc, il faut que je trouve une solution pour être à 30 km, je crois, autour de, peut-être un peu plus.
Et donc, par chance, j'ai une tante qui est à Annecy. Je vais loger chez ma tante et je commence l'assistance aéroportuaire au milieu de Genève, dimension complètement différente de tous les autres aéroports que j'ai pu voir. Enfin, le tarmac de l'aéroport de Genève, pour un amateur d'avion d'affaires, je parle pas de jet privé, pardon, parce que j'aime pas du tout le terme de jet privé. Mais les avions d'affaires, il y en a de partout, mais de partout. Et voilà, c'est vraiment une autre dimension. Donc, j'entre complètement dans une autre dimension. Donc, il me faut un peu de temps pour me familiariser, mais j'apprends vite. Et puis surtout, je fais un réseau. Parce que ça, c'est, je pense, la base de la croissance de beaucoup de monde, c'est d'avoir le réseau. Totalement. Et le fait est que là, je côtoie des pilotes, je côtoie des hommes d'affaires très importants sur Genève, et je côtoie aussi les responsables de grosses compagnies aériennes de Genève, parce qu'il y a pas mal de grosses compagnies aériennes, enfin, il y a 4 grosses compagnies aériennes d'affaires à Genève notamment. Et notamment, donc, une avec laquelle le feeling passe super bien. On arrive sur les années 2007-2008, je commence à faire mon réseau. Et au bout de 2 ans dans l'assistance aéroportuaire, j'ai une proposition que je ne peux pas refuser dans une compagnie aérienne très connue, avec beaucoup de propriétaires russes particulièrement. Ok. À l'époque, pas de problème avec les Russes, Il y avait pas de problème. pas de souci, ça se passait bien. Et je commence dans cette boîte, il m'embauche pareil, quasiment du jour au lendemain. Ça switch du jour au lendemain. Donc j'entre dans cette boîte, dans cette compagnie aérienne, et on est en 2008-2009. Il y a une crise qui a commencé à émerger de l'autre côté de l'Atlantique, une grosse crise financière qui commence à arriver tout doucement sur l'Europe. Et 2009, on est en plein dedans. Et la compagnie commence à dégraisser, quoi. Être sur le déclin. Surtout, elle enlève du personnel pour pas être trop impactée par la crise économique. Et souvent, dernière arrivée, premier parti. Donc, j'ai fait 8 mois dans la société, et au bout de 8 mois, on m'explique... alors ça, c'est assez brutal. Tu vois, on parle des beaux aspects du côté frontalier, du côté de l'emploi en Suisse. C'est assez brutal dans les deux sens. C'est-à-dire que autant tu peux être embauché le jour pour le lendemain, ou presque, autant tu peux être débauché. Enfin, je me rappelle encore de ce jour, parce qu'il est quand même gravé. Tu arrives au bureau, puis là, il y a un carton sur ton bureau. Donc c'est peut-être pas toutes les mêmes méthodes chez toutes les sociétés, mais là pour le coup il y avait rien en amont qui me permettait de savoir que, quoi. Donc j'ai récupéré mon carton, et c'est assez brutal, et tu pars et tu vas rencontrer le CEO, il te dit voilà, je suis navré, telle et telle raison, merci. Surtout dans ce cas-là, ça doit être un peu, ça doit perturber, parce que pour le coup, c'est pas forcément parce que tu ne travailles pas bien, ce n'est pas par rapport à des problèmes économiques, donc ça doit être encore plus frustrant, je pense. Absolument, c'est sûr. Tu te dis, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que... Bon, après, on t'explique les causes, et puis après, tu acceptes ça. C'était mon premier vrai licenciement, on va dire, de ma carrière professionnelle, donc c'est toujours assez marquant. Mais j'étais marqué par la rapidité que ça a pris en Suisse. Enfin, vraiment, tu reçois ton chèque, et voilà, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Il y a très bons aspects, majoritairement des très bons aspects à travailler en Suisse, mais il y a aussi certains aspects qu'il faut savoir comprendre et apprendre. Ah oui, sur un coup de crise, ils te font partir du jour au lendemain. Ça, c'est une certitude. Mais le côté positif, c'est que tu peux switcher, comme je l'ai dit par le passé, comme je l'avais fait précédemment. Tu switches d'un côté à l'autre. Donc, si on te licencie en Suisse, c'est pas spécialement la fin du monde. En France, on t'explique qu'il faut aller faire tout un tas de démarches, etc., et que ça va prendre du temps. En Suisse, ça peut aller très vite. S'ils ont besoin de toi, s'ils ont besoin de ton profil, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, je quitte cette société sur la crise 2009. Et comme souvent, il y a une question de timing qui revient dans ma carrière. À ce moment-là, mon père m'appelle et me dit, écoute, j'ai un client qui est dans la société d'aviation d'affaires dans laquelle je bosse, qui veut absolument monter sa compagnie aérienne, avoir son propre avion, parce qu'il en a marre. Il a 3000 collaborateurs, c'est un assureur. Il a 3000 collaborateurs de partout en Europe. Et quand il envoie ses collaborateurs le lundi à Budapest, il doit attendre le jeudi, qui est le vol retour, parce qu'il n'y a que 2 vols par semaine. Okay. Donc, impossible de les faire voyager par la ligne. Tu ne les fais pas voyager en train jusqu'à Budapest non plus. Donc, la solution, c'est l'avion d'affaires. Et comme il a une multiplicité de nouvelles succursales qui s'ouvrent, c'est légitime, il a besoin d'un avion parce qu'il va avoir un volume important. Donc, mon père me dit, j'ai besoin de quelqu'un, mais il faut revenir à Lyon. Donc, machine arrière, quitter la Suisse, que vraiment j'adorais. Mais bon, pour bosser aussi en famille, donc ça a quelque chose d'assez intéressant, ça va droit dans mes valeurs.
Totalement. Et surtout, bah, voilà, avec une certaine liberté, parce que j'allais m'occuper de la partie opérationnelle. Donc, on en avait discuté. C'est tout ce qui est autorisation liée au vol. J'allais m'occuper de toute la partie commerciale. J'allais tout faire, en fait. J'allais être multicasquette. Donc, je me suis dit, c'est une super opportunité de toucher à tout. Et pendant 10 ans, parce que c'est l'aventure qui va se passer à Lyon, pendant 10 ans, je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais m'occuper d'un avion, de son propriétaire qui fait déplacer ses collaborateurs avec une efficacité redoutable. Ok. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que la structure, bah, elle continuait à grimper, enfin sa structure, elle a continué à avoir de l'essor, et que nous, on était peut-être pas le seul outil, hein, donc on était un des outils qui permettait d'aller à cette société d'accélérer. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Pour moi, l'aviation d'affaires, ça sert à ça. C'est pas que des jets privés on en reparlera, pour se mettre en avant dans le luxe. C'est surtout parce que c'est un super outil pour les entrepreneurs. Et donc, son entreprise fonctionnait bien. Et quand son avion volait pas, il me disait, tu te débrouilles, enfin, vous vous débrouillez pour trouver potentiellement des clients tiers qui Ok. ont des besoins de se déplacer, etc. Alors, on en a trouvé au travers de sociétés lyonnaises, même de sociétés genevoises, parce que de Lyon à Genève, en petit avion, c'est 17 minutes pour se positionner de Lyon à Genève. Ça va Ok. très vite. Ouais, ouais. Ah ouais, Donc, on carrément. venait récupérer certains chefs d'entreprise sur Genève. Donc, je me fais un petit peu plus de réseau sur Genève avec des entrepreneurs suisses. Et à cette époque-là, il y a un joueur de foot qui quitte l'Olympique Lyonnais en 2009, enfin dans ces années-là, et qui quitte l'Olympique Lyonnais pour aller jouer au Real Madrid. Il s'agit d'un certain Karim Benzema. Et à cette époque-là, c'est le joueur phare de France, en fait, hein, le joueur phare français, c'est voilà, la future pépite. Et par le biais des réseaux sociaux, alors ça fonctionnait de façon moins systématique que maintenant, il n'y avait pas Instagram, tout ça, tu vois, c'était pas démocratisé, mais il y avait Facebook. Je vais le Mhm. chercher par Facebook, au culot, un peu comme je l'avais fait au culot en allant à l'eBay pour aller chercher mon boulot. Bah, j'y vais au culot et je lui dis, écoute, voilà, nous on est à Lyon, je suis lyonnais aussi, comme toi, et on a un avion d'affaires. Et j'ai su que là, les tout premiers déplacements que tu as fait, bah, tu les as fait parce que c'était confidentiel, tu sais, au départ, le transfert, donc personne ne devait le savoir, donc ils passaient par des avions d'affaires, des avions privés. Ils passaient pas pour les avions de ligne, parce que si tu vois Karim Benzema dans un avion entre Lyon et Madrid, d'une part pour le problème de sûreté qu'on imagine, mais surtout, tout de suite, l'information, elle circule, et tout de suite, tu vois, tout est faussé. Donc le transfert aurait été faussé. Donc je savais qu'ils prenaient des avions d'affaires pour un côté de discrétion. Je dis, écoute, si tu as besoin, je suis là. Et le coup de bluff marche. Le gars me dit, bah, file-moi ton numéro, je t'appelle ce soir. Ok. Moi, je suis fan de foot. J'étais comme ça, hein. J'ai dit, je regardais ma montre, je dis quand est-ce qu'il appelle. Putain, il va pas appeler. Puis il appelle. Et il me dit, mais tu sais faire ça? Je dis, ouais, pas de problème, je peux te trouver des avions où tu veux. Je peux même t'en trouver à Madrid si tu as besoin, en Espagne, ou si tu as besoin quand tu rentres sur Lyon. Enfin voilà, je suis là. Et les choses se font assez naturellement avec ce joueur. La relation se passe bien, une relation de confiance. Et d'un seul coup, ça prend une dimension que je n'avais pas prévue, parce que je m'occupais de mon petit avion, moi aussi, à Lyon. Et il commence à me dire, mais écoute, je vais te présenter à d'autres de mes potes. Donc il me présente à d'autres grands joueurs. Et je commence à enchaîner les grands noms du foot français qui m'appellent pour des avions. Et puis entre-temps, Karim me faisait d'autres demandes. Il me disait, ouais, ok, mais là, j'ai besoin d'une voiture qui vient de me récupérer à l'aéroport. Ouais, mais là, j'ai besoin d'une chambre d'hôtel. Ouais, mais là, j'ai besoin de ça. Donc je m'occupais, j'étais devenu un peu l'homme à tout faire. Conciergerie, même pour les hôtels, etc. Du Je- moins là, tu faisais Là, planifier la globalité. c'est exactement ça. Je Ok. commence à faire un travail de concierge. Donc je crée une société, encore une, de conciergerie, dans laquelle je vais pouvoir travailler pour pas, tu vois, pour pas qu'il y ait mélange des genres. Il y a une compagnie aérienne qui fait la partie aéronautique, mais toute la partie conciergerie, je la traite sans impliquer la compagnie aérienne. Je fais mon truc de mon côté. Ok. Donc je crée mon entreprise de mon côté et je travaille de l'autre côté. Donc là, je commence à cumuler deux casquettes. Il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jours fériés. Bon, de toute façon, d'une manière générale, dans l'aviation, les avions, ils volent le jour, ils volent la nuit, ils volent les jours fériés, ils volent Vous à êtes Noël. souvent prévenu au dernier moment aussi. C'est du last minute, donc voilà, mais c'est pas grave, je suis dans la fleur de l'âge, j'ai entre 20 et 30 ans, je suis au taquet, donc il n'y a pas de problème, je peux absorber tout ça. Donc je commence à faire tout ça, et en plus pour des joueurs de foot connus, donc pour l'amoureux du foot que je suis, c'est top. Voilà, oui. Ça dure 10 ans, au bout de 10 ans, la compagnie aérienne d'affaires que gérait le propriétaire vient nous voir, il dit, bon, bah, je laisse la place à mon fils maintenant, j'ai atteint un certain âge, je laisse la place à mon fils, qui a plus une fibre écologique. Ok. Je dis, ça me pose pas un problème, on l'abordera aussi l'écologie, Totalement. on l'aborde, mais ça passe pas, il veut se libérer du jet. Le
il se sépare de son jet. Ça se passe plus ou moins bien parce que c'est assez soudain. Donc voilà, je venais déjà de vivre un épisode assez soudain en Suisse. Voilà, ça se passe encore moins bien en France que ça s'était passé en Suisse. Ça a été plutôt mal fait. Et je sors de cette société avec toujours mon bagage de ma société de conciergerie. Et je me dis, ok, de toute façon, je ne vais pas rester en France. Parce qu'en France, avec tout ce que j'ai, je vais me faire plier. J'avais entrepris, je commençais à gagner de l'argent sur mon entreprise. Je voyais ce que l'État français... Voilà, pardon, hein, on va tousser. Tu le couperas si tu veux. Non, mais, mais si tu veux, au bout d'un moment, je commençais à travailler plus pour mon associé que pour moi. Mon associé étant l'État. Et donc, du coup, j'ai dit, ça suffit, quoi. J'en ai marre. Et je regarde ce que je peux faire de ce bagage-là. Et toujours une histoire de timing. Je commence à chercher et à rencontrer une ou deux grosses compagnies d'aviation d'affaires. Et je reçois un appel d'un gars à qui je travaillais dans l'assistance aéroportuaire à Genève. Ok. Et qui me dit, tu sais, moi j'ai fait aussi ma route. Maintenant, je suis pilote d'hélico, je travaille dans une boîte d'hélico, on a des gros propriétaires d'hélicoptères, et il y en a deux. Ils veulent créer une compagnie aérienne à Genève. Ok. Oh, je dis non, je repars pas de zéro. Et il me dit non, mais tu devrais venir les rencontrer parce que je suis sûr que ça va dans tes valeurs. J'étais sûr de ton coup là. Il me dit ils sont père et fils. Et moi j'avais travaillé 10 ans avec mon père et j'ai une notion très forte de la famille. Et je dis bon ok, là t'as suscité ma curiosité quand même, je vais quand même me pointer et venir faire ce rendez-vous. Donc je vais au rendez-vous et après ça a été un coup de foudre professionnel. Les deux m'ont dit avec beaucoup de bienveillance, écoute c'est très simple. Si tu veux te libérer de ta structure, tu prends tes clients, tu les amènes au sein de la nôtre, si tu nous fais confiance, et tu les gères auprès de notre structure. Pour l'instant, on démarre une activité. C'est le départ, hein, donc on vient juste de démarrer l'activité, donc ils partaient quasiment de la feuille blanche. Et aujourd'hui, 3 ans après, cette compagnie, elle a 37 appareils en flotte, 296 salariés. Aujourd'hui, on a des bureaux un peu de partout, des bureaux à Malte, des bureaux à Madrid, des bureaux aux États-Unis, des bureaux en Australie. Ok, et c'est là que tu es rentré dans cette compagnie, tu es rentré à peu près à quelle année? Là, je suis rentré il y a 3 ans Ok. dans cette structure. Ouais. Je suis Ok. rentré à 3 ans en Ouais, quittant. donc une hyper croissance. Ouais, une hyper croissance, une fulgurance. Alors, eux avaient déjà eu une expérience dans une compagnie aérienne qu'ils avaient fondée et qu'ils avaient revendue à un très grand groupe. Ok. Donc, c'était, si tu veux, ils ont fait du copier-coller, ils ont répété les mêmes méthodes, voilà, et sont repartis de la feuille blanche, mais avec des connaissances fantastiques. Et les deux fondateurs de cette boîte ont un cerveau qui fonctionne à une vitesse que j'ai rarement vue. Et ça va très vite et ça croît à une vitesse incroyable et c'est stabilisé, si tu veux. Parce qu'une entreprise qui croît très vite, ça peut vite être dangereux. Mais c'est des gens très pragmatiques et ils trouvent à chaque fois des gens qualifiés dans la structure. Donc, Et puis en plus, comme on dit, on peut nous enlever tout ce qu'on a, mais on ne peut pas nous enlever nos compétences. C'est la seule chose. Donc s'ils avaient déjà créé une structure dans le domaine ou qu'ils étaient déjà du domaine, ils sont repartis avec un plus 10 comparé carrément. aux autres. Et puis avec toutes les expériences, moi j'en ai fait l'expérience, j'ai fait l'expérience entrepreneuriale. Tu fais des bonnes choses, tu fais des erreurs. Puis voilà, donc tu apprends de tes erreurs et eux sont arrivés à vraiment avec de l'envie, des moyens certes, mais surtout un énorme réseau. Et on en revient à ça. Je pense que pour tous les gens qui souhaitent travailler en Suisse, je leur demande, je les appelle à vraiment faire travailler leur réseau, à se faire des réseaux, à se créer ça, parce que c'est le levier qui va te permettre de progresser. Totalement. Donc voilà, donc maintenant ça fait 3 ans que je suis dans cette structure et en Suisse, une compagnie d'aviation d'affaires. Je dis pas vraiment le nom parce que je respecte leur confidentialité. On est dans un domaine dans lequel la confidentialité est appréciée et ça peut paraître antinomique avec le fait que je sois là aujourd'hui, mais c'est aussi pour parler de mon métier. Donc voilà, ça fait 3 ans que je suis là-bas, je suis super bien. Ok. Donc ouais, un parcours très atypique. Et la question qu'il pourrait y avoir justement au niveau des auditeurs, c'est au cours de ce parcours, donc on a vu que tu as appris beaucoup par l'expérience. Ouais. Est-ce que tu as eu des obligations, peut-être de passer des mini-formations, Oui. Des modules? Ouais, tu fais bien, ouais, absolument, ouais, tu as tout à fait raison. En fait, une des étapes que j'ai passées, c'est qu'effectivement, quand mon père et moi avons créé cette compagnie aérienne pour cet assureur, il fallait pouvoir gérer les opérations de la compagnie. Alors, les opérations, c'est la partie technique, c'est-à-dire quand un vol est confirmé, il faut qu'on fasse les demandes auprès des différents aéroports.
Ok. Il faut lancer ce qu'on appelle un plan de vol, c'est-à-dire que ça paraît pas, mais les avions suivent une route dans les airs, hein, ils suivent une route de point à point dans les airs. Donc il faut créer ce plan de vol, il faut se faire connaître de différentes. Il y a différentes procédures, tout un tas de procédures qui s'apprennent. Ça peut pas ça peut s'apprendre sur le tas, mais c'est plus long. Et il y a des écoles en France notamment qui sont très très fortes pour ça. Alors il y a l'ENAC qui doit encore exister, l'École nationale de l'aviation civile. Et il y a l'ESMA, l'École supérieure des métiers de l'aérien, Ok. que moi j'ai fait à Montpellier. Donc j'ai fait une formation, je crois que c'était 6 mois, Ok. ou peut-être même un peu moins, j'ai dû la faire en accéléré. Mais bref, il y a une formation qui s'appelle technicien préparateur de vol. Donc c'est pour préparer en fait, pour préparer un peu tout ce vol, comme je te l'ai expliqué, administrativement et opérationnellement. Et tout ça, c'est supervisé par une administration de tutelle en France qu'on appelle la DGAC, la Direction Générale, de l'Aviation Civile, qui vérifie que tu as bien fait quand même tous les cours et que tu viens pas sans avoir un minimum de connaissances pour préparer des vols. Ok. Ouais. Et donc, c'est la seule formation que tu as eu à passer au cours de ta carrière Ouais. pour arriver où tu en es et du Ouais. moins être en Suisse dans ce métier-là. C'est une formation de 3 à 6 mois. Mhm. Et la question, c'est est-ce que tu as dû faire une reconnaissance peut-être suisse? Parce qu'on sait qu'en Suisse, des fois, il y a des reconnaissances, Ouais. notamment dans le médical. Est-ce que dans ton secteur d'activité, tu as été affronté à ce Non, problème? j'ai pas eu cet aspect-là. Je pense qu'après, petit à petit, tu as des tests. Tu as beaucoup de tests en Suisse quand tu arrives. Ok. Enfin, dans les compagnies aériennes, on teste déjà ton niveau d'anglais parce que c'est la base. En aviation, si tu n'as pas l'anglais, D'accord. Donc là, oublié. l'anglais, par contre, était vraiment impératif. Prépondérant. Vraiment, Ok. tu peux pas. Enfin, je veux dire, tu peux pas travailler dans l'aviation. Enfin, il y a certains métiers où tu vas rester vraiment cantonné au métier de bagagiste. Du coup, tu vas pas être en interaction avec les autres. Mhm. Mais voilà, vraiment, c'est nécessaire d'avoir l'anglais à minima là-dedans. Donc, effectivement, ouais, j'avais les tests qu'on te fait passer, c'est des tests d'anglais. Ok. On te fait passer des petits tests techniques. Maintenant, notre responsable des opérations et des ventes chez nous, il aime bien faire passer aussi des tests géographiques. Ok. Parce que l'aviation, c'est aussi des demandes. Enfin, notre aviation, ça peut être n'importe quel pays, n'importe quel moment. Ok. Et si le gars te demande un Paris-Venise et que tu lui dis ah, Venise, ouais, super l'Espagne, tu vas passer un peu pour un. Voilà. Donc il va falloir, tu vois, tu fais un petit peu des moments. T'as différents types de tests qui sont faits pour voir un petit peu ton niveau technique et dans les langues étrangères. L'allemand aussi est apprécié. Ok. Mais c'est pas dans l'aviation Apprécié surtout. en Suisse ou il est apprécié d'une manière générale dans Dans l'aviation? l'aviation d'une manière générale, particulièrement en Suisse, pardon, Ok. pour l'allemand. L'anglais est impératif de partout, Ouais. mais l'allemand en Suisse, c'est vraiment, enfin, tu le sais, il y a une partie de la Suisse qui est. Ouais, la Suisse allemand. Mais par exemple, l'espagnol, ce que je sais que je crois, il me semble, c'est la deuxième langue mondiale, Ouais. si je suis pas fou. Ouais. Ouais, Ça aide, mais c'est pas spécialement Ok. prépondérant. Après, c'est vrai que oui, si tu as un propriétaire qui va souvent en Espagne, oui, c'est une aide. Nous, on a aux opérations, on a quelqu'un qui parle espagnol, on a quelqu'un qui parle italien, tu vois, donc ça, c'est vraiment une aide. Donc ça Ok. peut être aussi un vrai plus quand tu viens postuler dans une compagnie aérienne. Ok, ok. Et maintenant qu'on a un petit peu retracé ton parcours et comment toi t'en es arrivé là, Mhm. si demain quelqu'un commençait de zéro, par où il devrait commencer son aventure s'il voulait venir travailler en Suisse ou peut-être même commencer déjà en France Ouais, à créer une expérience parce que des fois c'est bien d'avoir une petite expérience avant de, je trouve. de se... Je trouve aussi, on l'abordera, mais il y a aussi une différence salariale. Moi, c'est pas ce qui m'a amené vers la Suisse. Ce qui m'a amené vers la Suisse, c'est que j'avais pas d'équivalent dans mon domaine d'activité, à moins d'aller vivre à Paris, ce que j'avais absolument pas envie, ou d'aller vivre à Nice, ce qui me faisait aussi un peu loin de mes racines. Donc là, à Genève, à 150 km de moi, c'était top. Mais je pense que c'était bien de me faire une première expérience en France. Ok. D'une part parce que tu n'as pas les salaires énormes, donc tu apprends aussi à gérer ton argent. Ça commence par la base. Moi, quand j'ai commencé en 2006, j'étais au SMIC de l'époque parce que c'était notre structure, donc je faisais gaffe à ce que je prenais dans la boîte. Donc, Le petit SMIC même à le l'époque. SMIC de l'époque, il était à moins de 1000 euros. Ouais. Donc, je savais pas cotiser. ouais, 980 euros, un truc comme ça. Et c'est sûr que quand tu fais le Delta en Suisse, à l'époque, le SMIC, enfin le salaire minimum, c'est pas vraiment un SMIC ici, mais je crois que c'était 3500 francs. Maintenant, on est plus dans les 4300 francs, le salaire minimum Ouais, en 4002, Suisse. 4004. Ouais, c'est ça, brut. Ouais. Donc, mais le jump, il était juste énorme. Je faisais plus de x3 sur mon salaire à l'époque. Ok. Mais je trouve que c'est bien de commencer par une expérience française. Mhm. Et puis ensuite, se lancer. Alors, ça peut être en Suisse ou ailleurs. Hein. Bien Je sûr. ne fais pas que la promotion
des autres pays. En France, il y a des très belles carrières qui se font aussi, hein, tout va bien, je ne veux pas renier mes racines, mais tu peux aller travailler à l'étranger. Et en Suisse, il y a effectivement pour l'aviation d'affaires un vrai vivier, une vraie capacité, une vraie possibilité d'évolution. Ouais. Ok, ok. Donc, ouais, faire une première expérience quand même en France, même si on sort d'un petit diplôme ou quoi, faire une expérience. Moi, je recommande aussi, notamment dans beaucoup de métiers, Mhm. arriver juste avec un diplôme en Suisse. Bah, on peut arriver à se valoriser sur les stages, etc. Mais on peut rencontrer quand même quelques Des freins. freins, je te rejoins Ouais, à 300%. Et je crois même qu'en France, on parle de diplôme de moins en moins, mais en Suisse, on en parle relativement moins, je oui. trouve. Enfin, C'est même pas, c'est quoi. les expériences qui priment. Les diplômes, on va en parler si c'est une obligation d'État pour Exactement. exercer. Voilà, totalement. Ouais. Voilà. Mais l'expérience va primer de très très Ah, loin. complètement. Et dans mon domaine, vraiment, jamais on m'a demandé si j'avais un bac, et puis j'aurais été tout embêté de sortir mon bac pro commerce. Mais pour le coup, vraiment, c'est pas ce qu'on m'a demandé, hein. Ce qu'on m'a demandé, c'est quelle expérience professionnelle tu as, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu aimes faire. Et parce que ça, c'est vrai que c'est assez important. Si tu fais un boulot qui te plaît pas, ça va se voir vite. Mais surtout voilà, quelle expérience professionnelle tu as. C'est là-dessus que c'est fondamental, quoi. Et tu penses que tu avais déjà à l'époque, est-ce que tu avais modifié ton CV pour le secteur de l'emploi en Suisse, notamment le plus 33, etc. Est-ce que pas du tout, justement? Est-ce que tu avais dû refaire peut-être ton CV par rapport à la France ou est-ce que c'était Non. tout à l'entretien Non, j'ai rien caché. Puis je suis allé vraiment sur. Non, non, je suis allé sur un CV simple, classique? classique. Il faut savoir qu'à Genève, il y a aussi beaucoup de frontaliers. Donc, Oui, bien il sûr. est fort probable que celui qui lise ton CV soit aussi un frontalier. Donc, il est très habitué à ce qui se passe en France. Oui. Donc non, non, c'était pas du tout. J'ai rien changé du tout. J'ai rien Ok. changé du tout. Et puis, il y a juste une chose que je voudrais aussi rajouter dans ce secteur d'activité en particulier, c'est qu'on est en horaire décalé. C'est aussi une des choses qui fait qu'on emploie beaucoup de frontaliers, c'est que c'est un travail qui demande de travailler, on le disait tout à l'heure aussi, hein, le week-end, les jours fériés, le samedi, le dimanche, enfin, à Noël, il y a les avions ils volent tout le temps, ils s'arrêtent jamais de voler. Donc ça, c'est un secteur dans lequel effectivement l'aviation, d'une manière générale, hein, pas que l'aviation privée, l'aviation de manière générale, ça recrute énormément, il y a énormément de recrues frontalières parce que c'est fatigant, parce que c'est des métiers qui sont usants, qui sont assez durs. Il y a des gens qui font carrière là-dedans et puis qui habitent en frontière. Mais l'avantage que ça a, par contre, c'est que comme c'est des horaires décalés, tu passes pas Bardonnay en même temps que tout le monde. En Ouais. général, tu commences à 5 heures du mat, il n'y a personne à Bardonnay. Et si tu fais le shift de nuit, tu commences à 14 heures, tu finis à 23 heures. 23 heures, il n'y a plus personne à Bardonnay. C'est C'est fini aussi, ouais, ça c'est c'est- pas mal. c'est l'un des avantages de travailler avec des horaires Euh, décalés. plutôt que rester 1h30 dans les bouchons. Je crois que tu connais le truc. Je crois que le pire à Genève, il y a Bardonnay qui est pas mal, ils excellent Ouais. pas mal sur les périodes, mais je crois que le pire, c'est une fois, j'avais fait un détour par Cornavin au Ok. niveau de 16h30, Ah non, c'est mais pour horrible. faire 100 mètres, j'avais mis Ah, plus c'est d'une horrible. heure. Ah, pour passer le pont, là, Ouais, ouais, dans le ouais, Rhône, j'ai laisse mis tomber. plus d'une heure, j'étais comme un fou dans la Non, non, voiture. c'est En plus, horrible. j'avais un rendez-vous, donc là, ça devient complexe. Ouais, alors ça va se fluidifier, hein. Il y a des solutions, là, ils sont en train de trouver. Il y a le tram qui arrive j'espère, à Saint-Julien, en Oui, Genevois. il arrive, ouais. Le marché Ouais, de l'immobilier est en train de le remarquer aussi. ouais. Et ben, j'y croise les doigts parce qu'apparemment, il y a des problèmes encore avec Perly, mais Ah, j'espère ok. que ça va se solder. Mais voilà, et ça va désengorger aussi, je pense, les douanes de Bardonnay et les autres douanes. Mais il y a de plus en plus, enfin, les Suisses, enfin, les Genevois sont conscients que de toute façon, il y a besoin de main-d'œuvre. Il y a une main-d'œuvre extrêmement qualitative de par les Genevois, mais il y a aussi besoin de main-d'œuvre qualitative de la frontière. Donc il y a toujours des solutions qui sont trouvées pour nous, et je trouve ça super qu'ils aient De toute fait façon, ce tram, quoi. de toute façon, dans tous les cas, la Suisse, moi j'avais regardé la stat, il me semble qu'un couple suisse fait 1,25 pour cent d'enfants. Ok. Donc déjà, ça veut dire qu'ils divisent leur population, parce qu'un couple fait Ouais, 1,25. ouais, ok. Donc il y aura toujours un manque, du moins il va falloir combler ce manque s'ils veulent évoluer, parce qu'ils évoluent Ouais, ouais, à une vitesse grand V, donc ils c'est ont clair. besoin de la main-d'œuvre étrangère. C'est clair. Et Genève se développe à une vitesse incroyable dans tous les domaines. Dans la finance, je sais que tu es attelé Ouais. très, très fort. Et dans la finance, ça explose dans plein de domaines. Donc voilà. Totalement. Et si tu pouvais, bah, autant pour la partie de l'aviation privée Mm. que de l'aviation normale, si tu devais demander, si on devait dire à des candidats de quelle manière démarcher, est-ce que tu penses qu'il est préférable pour eux de venir quand même en physique et après aller sur les sites de l'aéroport de Genève ou de l'aviation privée? Qu'est-ce que toi tu recommanderais? De quelle manière tu t'y prendrais si demain tu devais aborder ce secteur en ayant une petite expérience? Alors, c'est toujours délicat parce que tu as raison. Parfois, quand tu envoies des CV ou quand tu envoies des mails, bah, tu n'es pas à l'abri que ce soit mis de côté. Et puis voilà. Donc, c'est sûr que tu te différencies en allant
te montrer. Après, il faut le faire avec beaucoup, beaucoup d'intelligence parce que tu vas quand même voir des gens sur leur lieu de travail, donc ils bossent par définition. Et si tu leur prends du temps, tu risques de te faire envoyer bouler. Mais mon épouse qui est venue travailler ici aussi, qui était à Lyon aussi, on est venus tous les deux d'un seul coup quand Ok. je suis venu travailler pour cette structure d'aviation d'affaires. C'était en période Covid. Et donc, il y avait des gros besoins dans le médical. Ok. Et donc, elle devait aller voir des labos médicaux et elle savait que les labos cherchaient et qu'ils étaient au taquet. Donc, elle était un peu freinée. Elle me dit, je vais pas aller les voir, ils sont au taquet, il y a plein de patients. Je lui dis, en même temps, ils ont besoin de gens. Et ils ont peut-être pas le temps nécessaire pour regarder tous les CV. Donc, je l'ai encouragée, pour revenir à ta question, à aller taper aux portes. Ok. Elle a tapé à 10 portes de 10 labos. Et le 9e labo, elle me dit, c'est bon, je rentre. Écoute, j'ai l'impression que je les embête. Voilà, je fais chier tout le monde, pardon pour les... Voilà. Je vais m'en aller et je vais rentrer à la maison. Je dis non, non, tente encore, il t'en reste combien? Il m'en reste plus qu'un, mais je tente le dernier et le dernier lui dit ok. Et la même phrase que pour moi, vous commencez demain. Ok. Et donc, du coup, Milga a vraiment regardé. En fait, elle avait fait une formation à distance dans le médical parce qu'elle est tombée vraiment dans le moment où voilà, elle a fait une mutation professionnelle totale parce qu'elle était dans l'aviation elle aussi. Ok. Elle voulait changer complètement. Elle était dans le catering aérien. Ça, c'est aussi un des domaines dans lequel ça peut rechercher. Le catering, c'est ceux qui font les plateaux repas pour les avions. Ok. Donc, tu as des plateaux repas pour les avions qui sont pour les avions de ligne, qui sont des plateaux réguliers, habituels, constants. Et tu as des plateaux pour l'aviation d'affaires, Ok. qui eux sont tous différents et tous fonction des souhaits des clients. Un peu plus Peuvent gustatif. Exactement, qui sont enfin non pas forcément la first class c'est top ce qu'ils font, mais en termes de voilà ça peut être très différent. On pourra en parler d'ailleurs Mhm. parce qu'il y a 2-3 anecdotes là-dessus. Parfois tu t'y attends pas, tu te dis on va mettre que du très très VIP, puis tu as des gens qui sont comme nous deux et qui ont envie simplement de simplicité. Il m'est arrivé de faire livrer des McDo dans les avions quoi. Ok. Ouais, on y viendra. Ok. Ok. Mais Ouais. donc, ouais, pardon pour la discrétion. Du coup, elle a tapé aux portes et c'est ce que je recommanderais vraiment à tout le monde. Enfin, si vous voulez vous différencier, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde d'un seul coup aille chez les employeurs, mais sans être envahissant, en disant simplement, voilà, je voulais simplement vous amener mon CV. Enfin, moi, c'est ce que je préconise, hein, ça n'engage que moi. Je voulais simplement vous amener mon CV et puis me présenter par moi-même. Je ne veux pas prendre trop longtemps de votre temps, mais voilà, je suis là, j'ai telle expérience. Si tu vois que la personne elle a du temps, bah, tu peux parler avec. Si tu vois que la personne elle est dans le rush, tu poses juste ton CV, quoi. Mm. Et je trouve que ça te différencie d'un simple mail complètement impersonnel ou d'un simple envoi de CV par la poste. Dans Voilà. les plus petites structures, moi je sais que j'aime bien recommander aux candidats d'envoyer en ligne quand ils Ok. voient l'annonce. Ouais, en Et ligne. le Ouais. lendemain, directement, ils s'y pointent et au moins ils font le tac au tac. J'ai envoyé une Pas annonce bête. hier en Mm. ligne et du coup, on va faire le Ouais. doublon et ça montre un petit peu la volonté. Pas bête. Après, peut-être dans l'aviation, celui qui reçoit le CV, celui que tu vas croiser, Ouais. ça va pas du tout être le même. Donc le rebond va pas être. Alors, il y a des RH qui disent aussi, on publie une demande Ok. et on marque vous ne pouvez postuler que en ligne. Merci de ne pas vous présenter. Ça Ok. arrive aussi. Il y a des Ok. RH qui mettent ça. Donc, ça, par contre, il faut respecter. Ok. Si on te met merci de postuler que en ligne et de ne pas vous présenter, ça veut dire que vraiment, là, ça va te desservir. Si tu te pointes comme une fleur avec un gros sourire, voilà. Et est-ce que tu as idée un petit peu, justement, parce que là tu parles des annonces, est-ce que tu as idée de où c'est qu'on peut retrouver ce type d'annonce? Alors, moi, j'utilisais beaucoup de JobUp. Ok. Ouais. Ok. Ok. Ça, JobUp, pour moi, c'était c'était la base. D'ailleurs, pour la petite anecdote de JobUp, pour ceux qui écoutent le podcast aujourd'hui, JobUp devrait passer sur la chaîne au mois d'octobre. Top. Donc ça pourrait être top pour eux, vu que Ah, là c'est on en super. parle. Mais Ouais. donc du coup, plutôt pour ta part, plutôt Ouais. sur JobUp. Ouais, et puis après, bon, moi, je suis tellement dans un marché de niche que après, c'est le bouche à oreille et voilà. Mais dans l'aviation, d'une manière générale, je conseillerais JobUp. Ouais. Et au niveau des écoles, est-ce que tu connais des écoles en Suisse peut-être qui sont un peu dans Non, ce j'ai secteur? pas de connaissances Pas de- sur la Suisse, non. au, Sur Genève, et au j'en vois niveau pas. de la France, du coup, comme tu disais, Alors Lyon. l'ESMA, vraiment, l'école supérieure des métiers de l'aérien, Ok. qui a vraiment un panel, ça va du pilote à l'hôtesse, aux agents d'opération comme pour moi. Enfin voilà, il y avait vraiment tellement de trucs, donc c'est très divers. Et l'ENAC, bon, c'est l'École nationale d'aviation civile. Ça, c'est plus pour les pilotes en règle générale, ceux qui vont vers une carrière de navigant. À ma connaissance, je crois pas qu'il y ait trop de formation pour les gens au sol. Ok. Mm. Ok. Donc plutôt dans ces écoles. L'ESMA, ouais. Et donc quand tu es revenu en Suisse, Mhm. tu as dit que tu es venu avec ta femme. Est-ce que tu avais des enfants? Est-ce que Ouais, tu as... j'ai une grande fille d'une première union et j'ai deux petits-enfants qui sont nés là. J'ai 5 Alors, ans et ouais. je sais que la question m'a été énormément posée Ouais. il y a pas longtemps, donc du coup ça revient. Comment vous avez géré un peu la partie scolarisation, du moins Mhm. le changement, cette partie-là? Je sais qu'on me répète la question à chaque fois. Alors, Et là, on a quand même ouais, le un, cas. ouais, Super naturellement, en fait. Alors, déjà, il a fallu trouver une nounou pour la plus petite.
Pour le plus grand qui arrivait à l'école, ça c'était cool, c'était assez facile, vraiment, il n'y a pas eu de différence. À part le fait que effectivement la cantine te coûte plus cher parce que c'est en fonction du quotient de revenus et quand tu as des revenus suisses, bah, tu payes plus cher la cantine que ceux qui ont les parents qui travaillent en France en général. En général, c'est pas voilà. Et par contre, pour la nounou, ça c'était une particularité. On a eu du mal à trouver déjà. On en a trouvé une fantastique, on a eu un coup de bol incroyable. Mais par contre, effectivement, on a dû, dans un premier temps, on n'avait pas déclaré notre situation en tant que frontalier. Et en fait, quand les deux parents sont passés frontaliers, parce que madame ne l'était pas, et Ok. quand madame est venue travailler en Suisse, on était donc tous les deux salariés suisses. Donc on a eu un rappel en fait de la caisse d'allocation familiale, je crois, qui paye les charges patronales de la nounou. Et elles nous ont dit, bon, maintenant c'est vous qui devez avancer ces charges patronales. Ok. Donc c'est quasiment le double de ce que prend la nounou. Donc tu payes d'un côté le salaire de la nounou et d'autre part les charges patronales. Ok. Donc tu payes le double et c'est vraiment conséquent. Enfin, nous, notre nounou, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc c'est pas toute la semaine. Et ça, elle nous va nous coûter 850 euros. Et tu as 850 euros à Bien sûr. remettre en charge patronale. Alors la CAF derrière, après, fait un travail et puis tu en reverses une partie, mais c'est minime. Donc il faut savoir que quand tu as un enfant et que tu dois le mettre en nounou, soit tu trouves une crèche française, et là, Ok. tu n'as pas de problème. Mais si tu trouves une nounou, donc avec des charges patronales, etc., tu vas devoir les avancer. Mais après, par contre, du coup, vous avez touché la CAF suisse. Alors, elle est obligatoire par enfant. Chaque enfant, quel que soit ton niveau de revenu en Suisse, je trouve ça assez égalitaire pour le coup. Chaque parent, je crois que tu reçois 300, un peu plus de 300 francs suisses par enfant. C'est 300 francs suisses 311 francs suisses, je crois. par enfant. Par contre, Ouais. si on prend celle de la France en même temps, Ouais. eh ben, ils nous la versent qu'à la fin de l'année. Ok. Et si on refuse celle de la France, c'est mensuel. Du moins, on D'accord. se fait mensualiser les. Après, pour avoir des cotisations, des aides de la CAF en étant frontalier et les salaires qu'on a, plus dur. Ouais, 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 Donc, bah, effectivement, on prend les aides je trouve ça suisses. juste à la limite Ouais, clairement. que tout le monde ait droit à la même chose, peu importe les revenus, parce que bah, ceux qui ont des gros revenus, limite, cotisent beaucoup plus Tellement. que les Mm. plus faibles revenus. Bon, après, je dis pas que les faibles revenus, on en a peut-être plus besoin Ouais, aussi, et mais bon. clairement, après, c'est sûr, il y a un cas, des cas particuliers, mais après, je trouve, comme toi, que le système suisse est beaucoup plus égalitaire dans bien des points. Mais par contre, vous avez dû payer très très cher en impôts, parce que vous étiez déjà mariés. Oui, mais les impôts, donc on est imposé en Suisse. Non, mais quand madame était en France et toi en Suisse. Ouais, là, il y avait un fiduciaire, enfin, il y avait une personne qui nous aidait, un fiscaliste, pardon, qui nous aidait là-dessus et qui venait faire les trucs. Voilà, donc je me rappelle plus, mais la période était assez courte en fait, hein, Ok. pendant laquelle elle était en France et j'étais en Suisse. Elle m'a vite rejoint en Suisse. Mais même quand tu viens en Suisse, c'est quand même mieux d'avoir les appuis d'un fiscaliste quand tu es au moment de déclarer tes impôts. Moi, j'ai fait une grosse erreur de déclaration au début en France. Ok. Parce que la déclaration fiscale française, tu te grattes la tête quand même, elle est complexe. Ouais. Il faut déclarer tes comptes en Suisse, il faut déclarer tout un tas de choses. Et je m'étais gouré de cases et j'ai eu un rappel des impôts en France alors que j'étais pas éligible à l'impôt français, j'avais juste mal coché la case. Ok. Et donc ils m'ont débité tout de suite mon compte. Ok, d'accord. J'ai dit aïe. Le temps que je réalise, j'ai appelé tout de suite, ils m'ont dit ah bah ouais, effectivement, ouais, c'est une erreur. Bon bah vous pouvez la corriger, mais dans tous les cas, on va pas vous renvoyer l'argent avant votre prochaine déclaration. Donc j'ai Ok. dû attendre 1 an pour qu'ils me rendent l'argent qui n'était pas dû. Donc ouais, c'était une petite particularité. Donc j'encourage vraiment les gens qui travaillent en Suisse, en couple ou pas, à faire appel à l'aide d'un fiscaliste. Ça doit coûter, je sais pas, c'est de l'ordre de entre 150 et 200 francs, je crois, pour une. Bah, marié, oui, je crois on est aux alentours des 200 et célibataire, on est aux alentours des 100 Faut pour le faire. Faut le faire. déclaration. Bah oui, oui, oui. Bah, faisant des impôts toute l'année, notamment les périodes fiscales Ouais, que je suis c'est ton déjà en travail à train en train de préparer, Ouais. la plupart des gens ne le savent pas et ils arrivent, ils disent même les impôts suisses on fait pas, Ouais. on fait pas, ils ont fait de l'intérim, ils le font pas et là tu leur apprends, tu leur dis bah vous savez que cette année on a passé le 31 mars, Mhm. vous avez loupé la période fiscale, vous aurez récupéré 2000 francs d'impôts. Bah, c'est ça. Et là les gens ils disent ah bon et on fait quoi maintenant? Bah maintenant on attend Ah, l'année non. prochaine pour voir si on peut le Exactement. faire. Pour rattraper, ouais. Et encore. Et non, ouais, Ce on qui est peut pas perdu est perdu. rattraper. Ouais, ce qui est Mm. perdu en Suisse, moi, je crois les premières années, quand j'ai découvert le métier de Ouais. conseiller, les premières années, j'ai fait le calcul, j'ai perdu 5000 francs, quoi. Ok. Juste par Wow. ignorance. Ouais, non, c'est ça. Et ça fait mal quand tu l'apprends. Mais c'est pour ça, faut pas faire l'économie de 150 ou de 200 francs d'un fiscaliste. Faut aller voir un fiscaliste et lui dire, déjà, il va t'aider sur l'élaboration d'un troisième pilier. Mm. Ça aussi, c'est intéressant. Enfin, tous ces éléments, c'est propre à chacun, mais il va t'aider sur la construction de tout ce que tu peux et dois faire quand tu arrives en Suisse. Moi, je suis arrivé en Suisse sans conseil et j'ai fait comme toi. J'ai perdu beaucoup d'argent à ne pas être conseillé. Et les premiers fiscalistes que je suis allé voir, parce qu'on m'a dit, mais
Déjà, j'étais allé à la malle déjà. Mais après, il y avait des choix à faire super stratégiques. Et là, justement, pour le choix la malle ou sécurité sociale Ouais, française, j'ai j'allais dit, y OK, là, revenir. il faut que j'y aille. Il faut que je me fasse aider par un fiscaliste, sinon je vais me planter. Ouais, bah justement, j'allais y revenir. Du coup, t'as préféré quel camp, J'ai toi? pris la malle, moi. T'as pris J'ai la pris Lamal. la malle Ok. pour pouvoir être suivi en Suisse, en France, et voilà, dans les deux. Ouais. Parce que, bon, après, c'est une vision de En plus, chacun, mais en plus, à l'étranger, bon, après, tu as ton côté employeur qui doit ouais. couvrir aussi, notamment par la LAA. Mhm. Mais Ouais, la Lamal couvre 2 fois les montants suisses à l'étranger. tu vois. Donc, et puis, si demain, tu as des revenus locatifs, tu es exonéré des cotisations sociales sur les revenus locatifs Bien en joué. France aussi. Donc, il y a suivant comment tu fais la stratégie de création de patrimoine, Mhm. Ouais, ça peut être judicieux, c'est même si sûr. tu perds un peu les premières années parce que tu arrivais avec des petits salaires français, Ouais. tu payais rien en CMU. Mais 2 ans après, si tu es bloqué dans ton emploi, le plus gros client au cabinet, il paye 14 000 de CMU par an. Il aurait Ah non, pris la Lamal à la même année, il payait 2 000, il perd 12 000 par an. ouais. C'est Non, non, fou. c'est hallucinant. Donc, mieux vaut être conseillé. Et puis, l'autre avantage, c'est que, tu vois, je cherchais un dermato en urgence il n'y a Ok. pas longtemps. Dermato en France pour avoir un rendez-vous. Alors, urgence dermatologique, Ah oui. tu nages, tu vois. Là, j'ai cherché un dermato. Alors, ça m'a coûté un peu d'argent parce que voilà, ça coûte un peu poil plus cher les soins en Suisse. T'as un prix indicatif peut-être d'une Alors, prestation en fait, il y a des dermatos conventionnés, dermatos non Ok, conventionnés. Là aussi, là pour le coup, le rendez-vous le plus rapide, c'était un dermato non conventionné. ok, Donc, ça m'a coûté 180 balles. ok, Voilà, ça pique. Mais au moins, j'étais rassuré sur l'état de. Je savais que j'avais pas un cancer de la peau. Donc, ok. voilà, j'avais vite fait le calcul pour la santé. Je fais pas attention, Oui, surtout pour les enfants. Parce que mes enfants sont à la malle du coup aussi. ok, Pour avoir des soins dans les hôpitaux français, c'est compliqué, c'est long, les urgences. Voilà. Je les ai emmenés une fois à l'hôpital au HUG, ok, donc l'hôpital pour les enfants. Il y avait un clown qui est passé dans la salle d'attente. ok. Les gamins, ils étaient comme ça, ils avaient beau être malades, ils étaient comme ça. Le service hospitalier, juste génial. T'as le nom de l'enfant en fait sur un écran avec une petite voiture avec le nom de l'enfant. Et à chaque enfant qui passe, bah, la voiture elle avance d'une case, tu vois. Ok. Et t'es là en mode, ah ouais, ok, la grosse diff entre les hôpitaux français et les hôpitaux suisses. C'est pas pour cracher sur les hôpitaux français, mais Bah, après, c'est le budget. Du moins, il y a quand même un aspect budget, c'est que là, on paye les prestations avec des grosses ouais. complémentaires, des grosses lamelles. Donc, il y a du budget dans le médical. En France, je vais pas dire le mot qu'il faut pas dire fatidique, mais depuis une certaine période, Mm. il y a peu de temps, Ouais, le secteur du médical, il a pris. il a pris une grosse claque. Ah Mm. ouais, moi, je me suis fait opérer du ménisque l'année dernière, là, juste avant de rentrer au cabinet. J'ai vu l'hôpital d'Annecy, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, Ouais, là, c'est dur. ça devient Mm. compliqué, mais c'est C'est pas de dur. la faute des soignants, mais c'est de la faute qu'ils ont plus de staff. Moi, je crois que mon plateau repas, il est resté de 11h30 dans ma chambre jusqu'à 17h que je parte de la chambre. Il est resté sur mon lit. J'ai dit non. Après, je peux pas Ouais. en vouloir aux soignants parce Non, que non, eux, ils sont en eux, pour rien, sous-effectif. c'est clair. C'est clair, mais Ils les sont... moyens qu'on leur donne, c'est pas les bons, donc Mais c'est forcément, ils font ça. ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et il n'y a pas assez de médecins, et ils ont du mal à recruter, et ça fait c'est moins sexy, encore plus en frontière, comme enfin, tu Ouais. l'imagines. Moi, mes enfants sont nés en France, Ok. donc Metz-Thessy, à côté d'Annecy, Annemasse, enfin, tu vois, tout dans la région. Et pour le coup, et Bourgoin pour un autre. Et pour le coup, c'est vrai que les hôpitaux en France, bah, ils manquent de moyens terriblement. Ouais. Et même ces services-là, qui sont des services quand même super importants, il faut rassurer la maman dans ces conditions-là. Et ils en sont désolés, hein, mais ils ont du mal. Ils font comme ils peuvent et ils le font très bien. Il faut quand même leur rendre hommage, Oui, bien sûr, bien mais sûr. avec les moyens qu'ils ont. Mais oui, bah, j'en ai beaucoup des abonnés à moi, notamment que j'accompagne encore dernièrement, là. Mm. Infirmière en France qui Ouais, veut switcher en Suisse parce que justement, on ras-le-bol du sous-effectif, des il y en a conditions de beaucoup. travail. Et du coup, ils arrivent en Suisse. Oui, on monte à 42 heures, mais les conditions, elles sont bien mieux. Et super différent dans le médical aussi. Il y a vraiment des subtilités à savoir aussi quand tu es infirmière, parce qu'il y a les infirmières qui font des choses, des certains trucs. Alors, tu as les assistantes, je sais, parce que ma femme, du coup, est secrétaire médicale. Elle prépare un diplôme pour devenir assistante médicale. Ok, Parce que du coup, tu as la secrétaire médicale qui uniquement fait le boulot administratif, pardon. L'assistante médicale qui va assister qui peut assister un chirurgien au bloc, qui peut faire plein de ok. trucs. Donc, ça, c'est bon à savoir, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en France dans le médical, à ma connaissance. On saute directement à infirmière. Mais il y a des postes qui existent en Suisse qui n'existent pas en France. Bah, notamment Bah, alors déjà, en plus, ils ont redescendu les soignants en Suisse. Mm. Parce que bah, j'ai ma conjointe qui a changé de métier aussi, reconversion professionnelle. Elle est Ok. rentrée dans le médical. Et eux, ils ont l'auxiliaire de santé. D'accord, Donc, ok. c'est l'aide aide-soignant. Ok. Après, il y a plus ou moins l'aide-soignant. Ouais. Après, tu as, du moins, je crois, ASA, c'est aide-soignant. ASSC, donc aide infirmière et infirmière derrière. Wow. Et ils ont un cursus, quand ils sont auxiliaires, ils peuvent, s'ils sont dans une MS, demander des formations. Ils font un jour de formation par semaine Ok. et ils finissent infirmière.
donc 4 ans plus tard, mais Ouais. ils continuent à percevoir un salaire, donc une vie normale, ils Mhm. travaillent, ils ont de l'argent, du moins voilà, et ils finissent quand même infirmiers. Donc là, on a Ouais, non, avec non, des... mais c'est ça qui est, c'est ce qui est important de savoir, c'est que vraiment il y a des différenciations entre les postes effectivement français et les postes Et suisses. l'évolution, je trouve aussi, elle est plus intéressante. Du Oui, moins, il y a plus de facilité d'évolution en Suisse que ce qu'on va en avoir en France, du ouais, moins, ouais, ouais, de mon ressenti. pareil pour elle. Et puis voilà, elle fait cette formation. Et tu vois, en l'occurrence, donc elle est salariée dans un cabinet, dans un laboratoire d'analyse. Et à côté, elle a fait cette formation. Donc le vendredi et le samedi, elle fait cette formation d'assistante médicale. Ok. Donc c'est une formation qui dure 1 an et demi. Donc du coup, elle bosse toute la semaine, plus le vendredi et le samedi où elle fait sa formation. Donc c'est pas mal comme emploi du temps. Mais elle a dit à son employeur, écoutez, est-ce qu'on peut trouver une solution pour aménager mes horaires? Et en fait, le canton de Genève, enfin il y a une administration en Suisse qui subventionne en fait ça C'est et le qui canton. aide l'employeur en disant, écoutez, votre employée, elle veut avoir une évolution professionnelle, donc elle va être moins présente, donc on vous aide, on compense cette... Et ça, c'est juste génial, Ouais, tu vois, c'est le canton qui aide les c'est le entreprises et canton. qui peut aider aussi, bah, notamment ma femme, ce qu'elle avait fait. La formation d'auxiliaire de santé, elle fait par la Croix-Rouge, elle fait 3000 francs. Ok, Elle a demandé une bourse à l'État, du moins au canton. Ils lui ouais, ont versé 2002 sur 3000. Donc elle a sorti 800 de sa génial. poche. Bah, ouais. Et en intérimaire, même si on est intérimaire en Suisse, en fonction du nombre d'heures qu'on travaille au cours d'une année, Mhm. par contre c'est annuel, l'année Ok, d'après on perd les mois. Bah, par exemple, si on a fait 780 heures dans l'année, on a 5000 francs de subvention formation d'accord, sur le site Temps Training pour ceux qui écoutent. Et par exemple, 500 heures, c'est 3000 et 180 heures, c'est 1000. ok, Donc, moi, par exemple, j'étais à 2 doigts de passer les permis nacelle, ça me servait à rien. ok. Mais juste par principe de me dire, je Mhm. passe un truc en plus, Ouais, non, c'est sait-on sûr. jamais, C'est- ça peut être utile un jour. Ouais, clairement, donc c'est des aides qui sont géniales, enfin, qui sont super parce qu'elles te permettent d'évoluer. Et bon, il y en a aussi en France, hein, on va pas tacler, hein, mais c'est vrai que c'est encore plus développé, je trouve, en Suisse, à ton évolution. Il y Ouais. en a quand tu cherches un emploi en France hein, aussi, hein, Oui, bah, il y a Pôle emploi, il y a Pôle subvention, emploi. du moins, il y a plusieurs aides. Bon, il y a que Mm. les CPF, là, c'est une galère, Ouais, ça. Moi, je suis en train de les utiliser pour l'ORIAS, non, ok, assureur en France, ok. pour avoir les deux structures Suisse et France. Et la problématique des CPF maintenant, c'est que déjà, si avant 2018, tu n'avais pas remis toutes tes heures, ils ont tout effacé. Ok. Donc, on a perdu tous nos droits à la formation avant 2018. J'étais un peu déçu quand je les ai appelés. Ah bah ouais. Et en plus de ça, maintenant, il faut obligatoirement qu'il y ait la possibilité de reprise ou de création d'entreprise Ok. dans la formation, sinon elle est plus éligible au CPF, donc tu peux plus les utiliser. D'accord, ok. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Par contre, Pôle emploi subventionne relativement bien, on va dire. Ouais, ça c'est top. Mais effectivement, il y a cette évolution, il y a ces possibilités d'évolution en Suisse, particulièrement. Ok, ok. Donc là, on a pu parler, donc toi, la fiscalité. Par contre, tu as mis le point sur un sujet donc, que je maîtrise assez bien, vu que je sors de diplôme. L'aspect prévoyance en Suisse. Ouais. Toi, c'est quelque chose que tu recommandes? C'est quelque chose peut-être que tu as fait ou non? Peut-être que tu veux pas en Je parler l'ai fait, aussi? non, non, pas de problème, je l'ai fait parce que alors c'était capé, je sais plus si c'est capé maintenant à un certain montant, hein, mais à l'époque c'était capé, Tu étais enfin, résident suisse frontalier? frontalier. Frontalier, Ouais. c'est-à-dire capé à quel Enfin, je niveau? crois que c'était 300 francs max pendant un moment sur le pilier 2B, je crois. Alors, non. Alors maintenant, il n'y a plus du tout de cap sur le 3B. Bon, ok. Le Mais 3B, par pardon. Ouais, contre, pardon, 3. l'avantage fiscal est limité en fonction de est-ce que tu as une propriété, assurance emprunteur, empiète sur la même chose, Ouais. assurance vie française, empiète sur la même chose. Mais c'est 2232 à Genève pour célibataire, 3348 mariés et 913 par enfant à charge supplémentaire. Donc on fait l'addition, on enlève l'assurance emprunt et les assurances vie françaises. Mhm. Et ça donne le montant maximum qu'on peut mettre pour avoir l'abattement fiscal là-dessus. Ok. Donc ça, c'est pour la partie. Et 3A, c'est 7056 par an. Donc 588 si je me trompe Ok. par mois. En fiscalité, tu te sens à l'aise, ça va? Ouais. Ouais, ça va, je viens de vous faire tous Ouais. les bouquins et tout là. Au top. Je suis au Ah, on top. sent ça, ouais. Mais du coup, oui. Mais donc, ouais, t'as choisi plutôt bancaire, plutôt assurance? Alors, je crois on a la capacité de faire les deux, hein, d'ailleurs, hein, je crois. Hein, tu peux mixer, hein, non? Non, c'est en assurance, tu peux capitalisation. Ta capitalisation, Ouais. c'est pas comme l'assurance vie française où tu as Mm. que de assurer ta tête. Ouais. C'est ta capitalisation sur. Mais de toute façon, 3B, non, mais de toute façon, le 3B, il existe qu'en en assurance. Ouais. En assurance, ouais. Ouais, il est pas en Ouais, il ouais, est... donc c'est de l'assurance Ok, pour le coup. Et sincèrement, je me suis vraiment remis à ce que mon fiscaliste m'avait fait gagner ok, déjà à l'époque ok, sur les impôts. Tu en bien as sûr, parlé, de la rectification. bien Ça, sûr. c'est important. Bah, de toute façon, il en fait le troisième pilier le troisième pilier avec l'immobilier fait partie des meilleurs trucs
pour l'avantage fiscal. Il y a des clients, ils récupèrent Ouais. 22 000 d'impôts. Ouais, alors tu peux effectivement récupérer beaucoup, ça Ouais. c'est cool. Je savais pas que c'était pas capé. À l'époque, ça Pour devait pour l'être. l'abattement fiscal, Ouais. c'est capé, hein. D'accord, pour l'abattement fiscal, c'est capé. Ouais, il y a un plafond. Si tu as les deux bien Mm. optimisés, tu es à 10 000 et tu récupères 25% de la somme Ok, annuellement. voilà, Mais déjà, très ça bien. peut. C'est déjà très Ouais, sur une confortable. carrière, c'est cool. Ouais, clairement. Donc, écoute, moi, je l'ai fait parce que je me suis dit pourquoi pas. En fait, Ok. me suis toujours dit que si je devais faire des investissements, bah, je les diversifierais. Donc, il y aura de l'assurance, il y aura, voilà, par le biais du pilier, il y a de l'assurance. Il y a de l'assurance vie à côté pour être transparent. Puis voilà, différents investissements autres. Ouais, un petit peu en Suisse, un petit peu en France, un petit peu de partout. Il faut, je crois, enfin, c'est toujours le conseil qu'on m'a donné auprès des quelques investisseurs que j'ai pu croiser dans mon métier, et Dieu sait que j'ai pu en croiser Oui. des importants, qui m'ont toujours dit, si tu dois un jour investir dans quelque chose, ne mets pas toutes tes billes dans le même panier, investis dans différentes choses, ne reste pas tout dans la crypto, ou surtout pas tout dans la crypto Ah d'ailleurs, ouais, non, sur... pas tout dans les actions, pas tout dans l'immobilier, mais Pas un tout petit dans peu de chaque, et en général, tu trouves Ouais, le bon équilibre, quoi. moi je recommande exactement la même chose. Mm. Justement, c'est le problème avec des fois la mentalité française, c'est qu'on Mm. nous a tellement éduqués à l'immobilier, C'est ça. on nous a martelé avec l'immobilier. Ouais. Bon, on nous l'a martelé mauvais, résidence principale, endetté à vie, et après on peut plus rien faire, on n'a plus de sous. C'est ça. Mais l'immobilier c'est bien, mais pour moi c'est 60% du patrimoine, le reste doit être diversifié ailleurs quand même. Ouais, non, mais c'est ça. Donc après, voilà, j'ai essayé de diversifier, j'ai du pilier, mais j'ai du troisième pilier pour répondre à ta question. Ouais. Ok. Bah, je pense que c'était important parce que bah, au moins là au niveau des frontaliers, on aura fait quand même le tour, la recherche d'emploi, le logement, l'assurance, la Mm. fiscalité et la prévoyance. Ouais. À ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. Maintenant, du coup, sans parler de ton cas très précis, parce que comme on le Mm. sait, on en a parlé la dernière fois, on est sous clause de confidentialité, donc on va pas pouvoir aller profondément dans ton cas précisément dans ce sujet. Mais je pense qu'il était important pour que des gens se projettent de voir les différences déjà entre les salaires français et les salaires suisses Ouais, ok. dans l'aviation, mais en Mhm. repartant du bagagiste. Et Totalement. Ouais. pourquoi pas monter là où Ouais, tu alors, connais le plus. en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, souvent, alors, encore une fois, l'aviation d'affaires, donc l'assistance à l'aviation d'affaires, je t'en ai parlé, c'est des SMIC, on en est par là, sachant que le salaire minimal en Suisse, c'est de l'ordre de 4300 et des brouettes brutes francs. Ça doit faire 4005 bruts, je pense, en euros. Alors, en fait, maintenant, ça dépend parce on a enlevé le SMIC en Suisse, du moins le Mhm. SMIC, le salaire minimum, on l'a enlevé en Suisse et maintenant, ça dépend des conventions collectives. Ok. Donc, on a une variante de 4002 à 4004. Voilà, ben, on est dans cette variante-là pour quand tu commences dans l'assistance d'aviation d'affaires, sachant que tu peux rajouter tout un tas de primes on top. Ok. La prime de nuit, la prime de jour férié, enfin voilà, et les contraintes que tu peux avoir quand tu la garde du téléphone, voilà, l'astreinte. Donc tu pars de ce salaire-là et puis tu commences avec toutes ces primes à aller gentiment te rapprocher. Enfin, je ne donnerai pas de montant, mais tu vois, ça, on est entre 4000, donc 4003 au tout début en brut, puis ça vient tendre vers 4005, 4006, 4007, 4008. Voilà, 5000 si tu as des mois qui sont extraordinaires. Et surtout, tu es dans l'aviation d'affaires, donc tu as affaire à des gens qui sont exigeants. Ok. Mais tu as certaines nationalités en particulier, si tu réponds à toutes les exigences, ils savent te remercier. Ok. Il peut descendre d'un avion et arriver d'un pays du Golfe, et des fois, tu as des différents assistants, il leur dit par contre, si vous pouvez vous mettre sur le côté, il y a le chèque et il voudrait vous serrer la main. Ok. Là, tu passes un bon moment. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi dans l'aviation d'affaires. C'est que si tu fais un bon service, tu as la reconnaissance qui va avec en général. Donc tout ça, c'est un peu difficile de le quantifier hein, parce que ça dépend vraiment du nombre d'avions que tu vas traiter, etc. Et après, bah, tu as le travail en bureau, donc un peu plus statique. En bureau, donc c'est les agents d'opération dont on parlait tout à l'heure, avec les formations dont on parlait, et les agents les commerciaux, les vendeurs. Ok. Souvent, les agents d'opération ont des fixes. Ok. 5000, 5005 francs suisses dans ces eaux-là. Et en France, par exemple? En France, 2000 euros. Ok. Ouais. Moi, c'est la triste réalité, mais souvent c'est ça. Alors après, dans les grosses compagnies, et il y a des variantes, hein, bien évidemment. Hein. Bien sûr. Quand tu travailles dans une grosse compagnie, c'est pas la même chose que quand tu travailles dans une petite qui débute. Mais on a un garçon qui était en frontière, à Lyon aussi, à peu près le même profil que moi je pouvais avoir à l'époque, qui a fait sa première expérience dans une compagnie aérienne. Quand je lui ai annoncé le salaire minimal, même le minimal en Suisse, sans parler des salaires que nous on proposait, il a fait des jumps, hein. Il dit je viens quand tu veux. Donc c'est vrai que oui, le gap est assez fort entre la Suisse et la France. Et après, donc les salaires des sales,
Alors, chez les courtiers aéronautiques, les brokers, c'est les gens qui en fait, n'ont pas d'avion en propriété et qui cherchent pour le bien de leurs clients Ok. des avions. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un appel, ils disent je veux un avion pour aller de Genève à Madrid. Et ben là, on essaie le courtier, son travail, ça va être de prendre toute la flotte aéronautique qui existe et de trouver l'avion qui est le plus pertinent pour ce client-là. Nous, on est une compagnie aérienne, donc on a nos propres avions, donc on essaie de mettre en avant d'abord nos appareils. Et puis on offre aussi une possibilité de courtage si le client a un départ je vais dire n'importe quoi, de New York et qu'on n'a aucun avion à ce moment-là à New York précisément, donc ça ira pas dans son sens. Donc on offre la double possibilité. C'est en ça que c'est plus intéressant en général, passer par certaines compagnies aériennes. Mais les courtiers font aussi de bon boulot. Et les courtiers offrent en général des salaires qui commencent aux alentours de 4005 bruts aussi. Ok. Et pareil, avec des systèmes de rémunération plus ou moins challenging. Il y a des gros courtiers à Genève qui te disent tu peux avoir le nombre de vacances que tu veux. J'en ai un qui m'a fait cette offre folle. Je suis allé le voir parce que c'est un gros courtier genevois. Ok. T'as autant de vacances que tu veux, mais il faut atteindre tes objectifs. Ok. Et là, c'est Wall Street. Je suis rentré chez eux, là. C'est Wall Street. C'est un immense open space avec que des vendeurs. Ok. Gros courtier, il est très connu. Et ils ont des écrans avec CNN d'un côté, c'est pas une blague. Donc les informations en américain pour finalement booster les gens à parler anglais. Et des écrans aussi sur lesquels tu as les performances des mecs. Donc Ok. combien ils ont vendu. Donc je leur ai dit c'est gentil, mais très peu pour moi. Mais par contre, ça peut correspondre à des gens, quoi. Et eux, ils forment dans la boîte. Ok. Ouais, donc ils disent, même tu arrives avec zéro connaissance, on va te prendre pendant 2 mois, on va te faire manger dur, et pendant 2 mois, tu vas beaucoup bosser. Et puis après, tu vas aller dans ce système qui est très challenging, qui est très pressant. Et moi, je suis pas fan. Chacun a ses convictions, mais moi, je suis pas fan. Et là, tu commences donc vers 4500 balles, et 4500 francs, pardon. Et tu as des commissionnements à la vente Ok. si tu atteins tes objectifs. Ok. Donc, c'est assez oppressant. Ouais. Et à la fin d'année, tu as ton rendez-vous et on te dit ok, tu as atteint cet objectif-là. Bon, bah, maintenant, tu vas passer au second palier. Après, tu vas passer au troisième palier. Après, tu deviens senior quand tu as un certain nombre d'années. Donc, C'est le même principe. Alors moi, c'est un système que je compte sortir au fur et à mesure de par le fait de devenir indépendant ou en cabinet seul, parce que je suis pas un grand fan de ce système, mais c'est totalement le même système que le courtage des assurances. ouais, Tous les mois, on annonce les chiffres. En fonction des chiffres qu'on a fait, on passe des paliers. c'est ça. Et il y a des possibilités salariales. Donc, quand on commence tout en bas, on peut être à 2002. Mm. Donc, nous, on peut même être sur un mi-temps. Et les plus gros salaires qui ont été faits à Genève, à ma connaissance, et une fille qui les a fait, elle est montée à 89 000. Ah, mais tu peux atteindre des paliers de rémunération qui sont incroyables. Qui sont incroyables, vraiment. Que ce soit chez un courtier ou même dans une compagnie aérienne. Parce qu'au fur et à mesure des années, si tu te fais ta clientèle aussi, Bien sûr. moi, ça a été mon cas, je suis venu aussi avec ma clientèle. Quand tu amènes ta clientèle, si ta clientèle, elle vole beaucoup, eh ben, c'est normal que ta structure te rémunère en conséquence. Ok. Donc, si tu veux, oui, tu peux atteindre des niveaux de salaire qui sont très hauts. Très hauts. Et ok. Donc, ouais, pour le courtage, on peut monter haut. Et est-ce que tu connais un petit peu le salaire qu'il pourrait y avoir pour peut-être les gens qui sont pilotes ou hôtesses? Alors, j'ai pas de référence parce que le problème, alors dans l'aviation de ligne, c'est connu, c'est vraiment, tu peux aller voir sur Air France, tu as même des mecs sur YouTube ou sur Insta qui vont Ok. donner les. Alors, il y a des infos plus ou moins vraies, mais souvent, ils sont quand même dans le juste quand ils parlent des salaires Air France. Ils parlent de salaires en fin de carrière à 120K, voilà, Ok. pour les captains sur les grosses machines. Même. Franchement, ça c'est pour Air France. Tu vas dans les pays du Golfe, ça va même beaucoup plus haut, Ok. vraiment. Il y a des captains qui peuvent atteindre des 200K. Enfin voilà, tu vois, on est vraiment dans des. Mais dans l'aviation d'affaires, c'est très différent parce que déjà, ça va dépendre des propriétaires que tu as. Tu as des propriétaires qui vont dire, écoutez, nous on veut des salaires qui soient décents, mais on n'aille pas dans l'excès. Et puis tu en as qui disent, moi de toute façon, je veux les payer fort parce que je veux des mecs qui vont être disponibles tout le temps, qui vont être OK pour bosser. Alors, il y a des limites légales, hein, mais qui vont être OK pour être appelés à n'importe quel moment, qui vont mettre peut-être de côté leur vie de famille aussi à un moment. Donc ça a un prix. Oui, bien sûr. Donc fatalement, l'aviation d'affaires, ça a cette contrainte-là pour les pilotes. C'est que t'es pilote chez Air France, tu sais toute la semaine les vols que tu vas faire. T'es pilote dans une compagnie d'aviation d'affaires, tu sais pas ce que tu vas faire le lendemain, typiquement. Voilà, tu peux avoir un vol qui se déclenche et dans 2 heures, il faut que ton avion il soit en l'air.
Ok. Ouais, donc il y a quand même les contraintes Donc il y a de. des contraintes. Donc fatalement, les salaires d'aviation d'affaires sont aussi un peu meilleurs, on va dire, globalement, que sur la ligne. Ok. Mais c'est aussi une super école parce que ça engage énormément. Il y a des gens qui embauchent énormément. Les compagnies embauchent énormément parce que il y a un turnover. Souvent, la carrière c'est pas le cas systématiquement, mais souvent un pilote va commencer par l'aviation d'affaires parce qu'il est jeune et qu'il n'a pas d'enfants. Ok. Puis à un moment, d'un moment, il va se marier, il va avoir 2 enfants, il va devoir emmener les enfants à l'école. Et puis avec la contrainte que si on t'appelle, il faut que tu décolles. Donc comment tu fais? Donc il y a toute une organisation qui fait qu'en général, les pilotes vont dans l'aviation d'affaires et soit arrivent à s'organiser. Il y en a beaucoup qui arrivent aussi, il ne faut pas schématiser, mais certains disent, bon, arrivé à un certain niveau, je vais aller vers l'aviation de ligne, chez Air France, chez Hop, chez Vueling, chez EasyJet. Et comme ça, je vais pouvoir avoir des horaires connus voilà, en amont. Ok. Mais Ok. voilà pour la partie salariale et Ouais, mais contrainte. c'était plutôt intéressant parce que bah, au moins les gens peuvent se projeter, voir un petit peu bah, les salaires qui sont faits et voir au final qu'on en arrive toujours sur la même chose, on double, voire triple, du moins deux et demi le salaire Par rapport à français, la France, ouais. ouais, par rapport à la France globalement, vu que j'ai principalement une audience française, quoi qu'il y a un petit peu de tous les pays, hein, il y a du Ok. Maroc, Ouais, etc. super. Problématique, c'est que j'ai toujours pas encore trouvé de filon pour ceux qui sont vraiment, vraiment motivés à travailler, même avec des gros diplômes. La Suisse commence à faire des faveurs. Ouais. J'ai vu, ils veulent commencer à intégrer notamment dans le médical les ressortissants marocains, je crois qu'ils avaient Ok. parlé, du moins voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de filon pour eux, mais ils se cultivent. J'en ai quand Ouais. même qui veulent apprendre. Top. Bah Donc écoute, franchement, c'est incroyable à ce niveau-là. c'est super. Maintenant qu'on a pu parler bah, un petit peu des salaires, je pense qu'un sujet qui intéresse énormément les gens qui vont regarder et sur lesquels bah, moi j'avais beaucoup de préjugés, notamment de par tout ce que je regarde sur les réseaux, tout comme tout le monde, Hmm. les prix des avions. Quels Ok. sont réellement les prix des avions en aviation privée? Avoir quelques petites références, on Ouais, va c'est dire, bien. autour de nous pour pouvoir nous donner un petit peu une image. Parce Mhm, que bah, je pense totalement. qu'on a beaucoup de préjugés de par ce qu'on voit sur Internet, des influenceurs notamment. Ouais, bah on en avait parlé hors Voilà, antenne et puis tu m'as expliqué ce que tu avais pu entendre. et en réalité, on voit qu'on est quand même loin du compte. Alors les influenceurs, moi c'est mon, enfin c'est toujours effectivement, on fait toujours très gaffe à ce qu'on entend et effectivement tu m'avais annoncé des chiffres hors antenne, on en avait évoqué et c'est vrai que c'est bien de démystifier un peu le truc. Ce qu'on appelle avion, on appelle avion d'affaires, il y a toute une gamme d'avions d'affaires en fait. Ok, Ça part du petit avion Cessna Citation Mustang qui a 4 places, qui est un ok, avion biréacteur. Il y a même encore plus petits, les Pilatus qui sont de fabrication suisse. ok, Donc je ne voulais surtout pas omettre de les citer. Avec le PC-12 qui est un avion monomoteur. Donc ça peut créer enfin, là, c'est un avion à hélice en fait. ok, Donc ça permet de se poser sur des terrains très courts, ça a plein d'avantages. ok. Mais parfois, ça peut bloquer les gens d'avoir un seul moteur sur un avion. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise en avion, donc ils préfèrent avoir des avions directeurs. Donc je préfère parler du Cessna Citation Mustang, qui est un avion de 4 places, qui va se louer entre, grosso modo, 2500 à 3000 euros de l'heure de vol. Ok, Voilà. Sachant, on prenait l'exemple type, le Genève-Paris. Tu veux faire un Genève-Paris puis revenir le soir une fois que tes réunions sont terminées ou que ton meeting est terminé. Tu vois, si tu comptes 3000 euros, il y a un peu plus d'une heure. 3000 euros aller, 3000 euros retour. On est à un peu plus de 6000 euros pour l'utilisation d'un Cessna Citation Mustang pour faire un Genève-Paris, Paris-Genève. Voilà. ok, Donc ça commence par ces modules-là qui sont des avions vraiment taxi. L'avantage que ça, c'est qu'évidemment, tu viens à l'aéroport 5 minutes avant ton départ. T'as pas d'attente. ok, On s'est rencontrés et je montrerai volontiers des vidéos. On a un terminal dédié à l'aviation d'affaires. Donc ok, le client arrive dans un terminal dédié à l'aviation d'affaires. Il arrive dans des salons privatifs. S'il a besoin de les utiliser, parce que quand il arrive en général, le pilote est là à son arrivée pour le saluer et l'embarque immédiatement. ok, Donc il n'y a pas d'attente. On part, on monte. On a prévu de rentrer à 18h. Le client a terminé sa réunion à 17h. Il nous appelle, il nous dit bon, je vais être prêt en avance. Est-ce que vous pouvez être prêt? Ça, c'est vraiment l'avantage de l'aviation d'affaires. Et en termes de prix, pour en revenir à ta question, ça commence à 6 000 euros pour un petit avion 4 places. Puis après, ça peut bondir. En termes d'avion d'affaires, ça va en gros, pour simplifier, de 4 places à 13 places. ok, Sachant qu'on a ensuite des airliners, des avions de ligne, qui ont été complètement déshabillés pour en faire des salons absolument incroyables ok. et des qualités de voyage qui sont absolument inégalables et qui peuvent aller jusqu'à 50 sièges. Voilà. Ok. Voilà. On a même un appareil en Europe qui fait 100 sièges comme ça, qui est détenu par une Donc, grosse compagnie maltaise. donc ouais, autour de 3005. Et par exemple, si on voulait faire un 3000 médium, euros, hein. 2005-3000. 2005-3000, C'est si cool. on voulait faire un médium, genre un 8 places. Ouais, 8 places, on va aller chercher vers
Entre 5 000 euros l'heure de vol environ. Et le plus gros, là, par exemple, qu'on a Ah, parlé là? il y a des très gros et effectivement, tu as des appareils surtout qui ont maintenant des ranges, c'est-à-dire des autonomies absolument exceptionnelles, Et ça, on peut le qui monter. peuvent voler 11 heures, 12 heures, même Ok. plus, 13 heures, avec différents équipages. Tu as même des avions maintenant dans lesquels on aménage des salles de repos pour un troisième pilote, de Ok. façon à ce qu'il puisse tourner à 3 pilotes. Ok. On appelle ça un crew rest. C'est l'endroit où le pilote il peut aller se reposer et ok, ça fait 10 heures que je vole, on change, ou ça fait 6 heures on vole, on tourne tous les 6 heures, de façon à ce que les pilotes restent reposés. Ça va dans l'un des éléments les plus importants, c'est la sécurité du vol. Voilà. Et là, on monte sur des budgets qui dépassent 10 000 euros de l'heure de vol. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, on peut monter jusqu'à 10 000 euros l'heure de vol. Ouais, large même, on peut les dépasser sur certains modules. Ouais. Ouais, mais au final, Mm. comparé à moi, ce que j'avais pu Oui. croiser sur Internet, on était déjà très loin du compte, parce Mm. que bah, je vais pas dire c'est accessible, mais c'est presque accessible sur un trip. Tu décides d'aller faire une lune de miel en soi. Ouais, Par alors à Mykonos avec c'est ton sûr. avion, Ouais. tu pourrais l'envisager. C'est pas utile là-dedans. Non, non, Il y a le principe écologique, du moins, il y a toutes c'est ces ça. choses-là. Mais en soi, c'est quelque chose d'accessible. C'est ça. Euh, C'est pas l'idée, effectivement, en soi, Bien sûr. voilà, d'axer ça là-dessus. Par contre, c'est vrai que pour les entrepreneurs, moi, j'ai eu des entrepreneurs du bâtiment qui ont fait appel, j'en avais parlé à moi rapidement, parce ils étaient plusieurs collaborateurs, ils voulaient faire quelque chose de bien pour ses employés et puis aller leur faire un déplacement professionnel parce que au fond de ça, il y avait un vrai rendez-vous professionnel, mais ils voulaient les surprendre et leur faire, voilà, il s'est fait ce kiff, si tu me permets Oui, mais c'est le mot, ça. et il s'est fait ce petit plaisir et il a emmené ses collaborateurs comme ça. C'est pas le but, encore une fois, principal de l'aviation d'affaires, mais c'est vraiment pour donner un outil d'efficacité aux hommes d'affaires ou un outil de confidentialité. Je parlais du cas des footballeurs. Totalement. Là, en termes de confidentialité, on a quelque chose d'énorme. Il y a aussi une autre chose par rapport aux footballeurs, c'est que le footballeur, en général, il va terminer son match le samedi à 23 heures. Il n'y a plus d'avion de ligne qui vole. Et il doit être à l'entraînement le lundi à 8 heures du mat. Donc, s'il doit attendre le lendemain après-midi pour prendre un vol pour rentrer chez lui et puis repartir en fin d'après-midi, il a passé 2 heures avec sa famille. Avec sa famille, c'est Alors que là, s'il part avec son avion d'affaires à 23 heures et qu'il est chez lui, enfin, dans sa famille à minuit et demi, à 8 heures du matin, il est au petit-déj avec la famille et il profite toute la journée. Et à 22 heures le soir, à dernière minute, il part pour être prêt et frais à son entraînement du lundi matin. Oui, donc il y a quand même un aspect pratique. Ouais, ouais, De toute façon, indispensable. c'est le sport que tout le monde regarde. C'est Donc ça. pour qu'on les regarde, il faut bien qu'ils aient une vie sociale aussi à côté. Parce que Exactement. déjà qu'ils s'entraînent des heures et des heures et des heures et des heures pour être les meilleurs. Donc il faut qu'ils aient une vie eux aussi, sinon c'est pas possible. C'est des concessions incroyables, on s'en rend pas compte. Moi, j'ai eu cette chance pendant 10 ans d'être avec, et je l'ai toujours, d'être au plus près de ces sportifs hors normes. Et c'est vrai que c'est des mecs qui sont très axés et tu restes pas sportif au haut niveau si t'es pas très sérieux. Donc le sérieux, ça passe par beaucoup de travail. On a l'impression qu'en fait, ils font 1 heure d'entraînement dans la journée et puis qu'après, ils se reposent. Ils font énormément de travail. C'est vraiment des gros bosseurs. J'en ai suivi en vacances, donc je peux le dire. En vacances, quand tu te lèves le matin et que tu cherches ton pote client et que tu te dis il est pas au petit-déj, bah non, il est déjà en train de bosser dans la salle de gym et derrière, il y a bain glacé, tu vois. Et bah ces mecs-là, ils ont tout ça pour en revenir sur le fait qu'ils ont besoin d'un outil aussi extrêmement confidentiel, rapide, efficace, parce que leur temps est précieux, comme tu le disais, et ils ont besoin de temps auprès de la famille pour se régénérer. Ouais, bah, de toute façon, quand on avait regardé, je crois que j'avais regardé les stats, alors je pourrais pas te donner les stats là, mais combien coûte 1 heure à. Bah, de toute façon, Benzema, il doit pas en être loin non plus, mais Benzema, Kylian Mbappé, etc., 1 minute, 1 heure, une journée, quand tu calcules à l'heure, en réalité, donc ta vitesse de déplacement, c'est au final de l'argent perdu, parce Ouais, que c'est le ça. temps, c'est de l'argent. Mm. Donc, combien vaut 1 heure de ton temps en réalité c'est ça aussi le Alors, prorata. il y a l'aspect financier, et puis vraiment, il y a l'aspect aussi confidentialité, parce que ces gens-là, après, ils ont des enfants. Ouais. Et leurs enfants sont exposés pour Oui. des problèmes évidents de sécurité, de sûreté. Il y a eu des cas dramatiques avec des enlèvements dans différents Ok. sports, pas dans le football à ma connaissance, mais dans différents sports, en NBA notamment. Du coup, si tu as des gars qui peuvent voler dans un avion avec leurs enfants sans qu'ils soient exposés, certains font très très attention à ne pas exposer les visages des enfants, etc. D'autres s'en Ok. foutent. Ok. De la même façon que pour l'aviation d'affaires, certains montrent délibérément qu'ils ont besoin de cet outil-là et ils se montent dans leur avion. Mhm. Ça m'avait lu quelques anecdotes parce qu'à l'époque, Karim, ils étaient prêts en vidéo dans un jet Ok. et il dit c'est du jet ça. Et c'était super cool parce qu'il me l'avait envoyé la vidéo pour me faire un clin d'œil et la presse avait repris ça en disant c'est mon jet ça.
Et du coup, tout le monde a fabulé sur le fait que c'était son avion. Et souvent, sur Instagram, tu vois les mecs qui te font des réels avec les avions des différentes stars. Alors que c'est pas du tout les leurs, c'est juste des avions qui sont loués. Ouais. Mais les mecs aiment bien dire, voilà, il s'est payé un jet 16, 20, 25 millions. Alors qu'en fait, il l'a juste loué. Mais Et puis même s'il l'avait acheté, en réalité, on quand travaille, bien du moins, même. il travaille, il se tue Mais en dans... Europe, c'est moins bien vu. Aux Ouais, États-Unis, en NBA, il faut savoir qu'il y a 23 000 avions d'affaires dans le monde. ok, Et un peu plus de 60% sont aux États-Unis. ok, ok, Il y a ok, une flotte qui est d'ailleurs très vieillissante en Europe, aux États-Unis. Par rapport en Europe, on a une flotte quand même relativement récente. On n'est pas grand-chose. On est 15% ok. des jets privés dans le monde. En Europe, on est 15% des jets privés mondiaux. Donc, on n'est pas grand-chose, mais le sujet écologique est 10 fois plus important qu'il l'est aux États-Unis. Qu'est-ce que tu as eu un petit peu, bah, peut-être comme profil pour certains où tu peux pas dire des noms, mais peut-être des Qataris, peut-être, je sais pas, un Ah, on petit... a vraiment différents types. Alors, ceux pour lesquels j'ai le plus de plaisir, c'est les entrepreneurs. Parce que Ok, vraiment, tu as l'impression de. Enfin, tu sais le nombre de salariés qu'ils ont derrière. Et quand tu sais. Enfin, on a certaines entreprises qui sont en concurrence forte avec des sociétés asiatiques et des ok, sociétés américaines. Et tu sais qu'eux n'ont pas le frein écologique. Déjà. Les Américains, les Asiatiques, ils volent. Ils vont du point A au point B, il faut aller vite. Ils savent que l'aviation d'affaires, c'est peanuts en termes d'émissions de CO2. C'est 0,04% des émissions de CO2 dans le monde. ok, Donc, ils ne se posent pas la question de l'écologie, ils n'ont pas de frein. Donc, pour gagner la course à la compétitivité, je suis content quand je fais des investisseurs, soit français ou enfin des entrepreneurs français ou suisses, parce que je sais que je participe tu vois, à un tout petit niveau, hein, à cette course à la compétitivité. Donc, je me sens assez fier de ça. Et tu parlais d'anecdotes, il y a aussi un domaine dont on ne parle pas, c'est que les avions d'affaires sont aussi utilisés de nuit, quasiment exclusivement pour les transports d'organes. ok. Ça, on n'en parle pas. Et c'est ce pourquoi l'outil est aussi absolument indispensable. Typiquement, alors j'en fais moins, voire pas dans ma nouvelle activité, mais dans le passé, quand on gérait cet appareil, la nuit, on pouvait être appelé pour des transferts d'organes. Typiquement, un patient, pardon, excuse-moi, un patient qui avait eu un accident dans le sud de la France. Ok. Donc l'assurance t'appelle et te dit, bah voilà, on doit prélever un rein à Nice. Et le rein ou le foie, je ne sais plus lequel de ces deux organes, a 4 heures de temps de vie une fois prélevé. Ok. Même conditionné dans des glacières, avec toutes les dispositions que prennent les médecins, c'est très court. Ok. Donc, si tu as un rein à prélever à Nice et que tu dois aller le poser sur un patient à Rennes, tu as 4 heures. Donc, quel autre outil que l'avion d'affaires peut faire ça? Le train, on n'en parle pas. La voiture, on n'en parle pas. Donc, il faut savoir qu'il y a des milliers de vols de nuit, de transferts d'organes en France. On a même des sociétés qui se sont totalement spécialisées. Et ça, c'est un des arguments, enfin des éléments importants aussi à mettre en lumière. Et ça faisait partie des vols que j'étais content de faire. Tu me demandais Ouais. quelles anecdotes j'avais. Tu as une certaine fierté à te dire, t'emmènes un seul médecin, tu as un médecin avec une glacière, ça c'est glauque, mais c'est comme ça. Et il va prélever à Nice et il va sauver la vie potentiellement d'un enfant à Rennes ou à Nantes ou à l'autre bout de la France. Et cet outil était juste indispensable. Tu as fait un vol et tu sais qu'au bout de ça, il y a une vie. Ça, c'est le type de truc qui te fait plaisir à vivre. Ok, donc Ouais, ça, ouais. ça, c'est une anecdote. Enfin, ça fait partie des vols que j'aime bien faire. Donc, ouais, la partie entrepreneur, la partie footballeur, Vols etc. médicaux, Médicaux. footballeur aussi. Je vais casser ton micro, excuse. Non, Euh, mais la partie footballeur, médicaux et entrepreneur, notamment, principalement. ouais, moi, c'est en tout cas le cœur d'activité. C'est sûr que je prends plaisir à ça et tu me demandais des anecdotes. Les anecdotes, souvent pour les jeunes, soit des jeunes entrepreneurs ou des jeunes sportifs, nous, on a tendance à toujours essayer de mettre la meilleure de la qualité pour nos clients. On essaie de connaître quelles sont leurs habitudes alimentaires. Donc, on fait le catering. Donc, on le disait, il y a des opportunités aussi dans des sociétés de catering. Il y a Gate Gourmet, je ne vais pas tous les citer, mais vous pourriez chercher à l'occasion. Il y a plein de sociétés de catering aussi qui ont un travail très fatigant aussi, parce que tu travailles dans un environnement souvent réfrigéré, de nuit, Ok, enfin, tu vois. Et eux recherchent aussi énormément le catering ok, aéronautique. Je le place au passage. Ça ok. peut être aussi quelque chose qui peut. C'est un boulot très dur. Et donc, nous, à chaque fois, on essaie de mettre dans les avions le top du top. Et des fois, quand tu as des entrepreneurs ou des joueurs de foot, on peut le dire, qui sont off, en repos et qui ont la possibilité de se relâcher un petit peu, et qui ont besoin de catering à l'intérieur, des fois, ils demandent un McDo.
Ok. Et là, tu te dis, merde, en fait, je t'ai prévu des sandwichs VIP, voilà, des jolis petits sandwichs, des brochettes de fruits, des choses assez fines, tu vois. Tu me demandes un McFish, quoi, avec des potatoes, s'il te plaît, quoi. Et voilà, mais c'est ça, ça fait partie des anecdotes qui me font délirer, c'est que tu peux avoir de tout, en fait, dans cette aviation. Tu as différents profils, et tu as autant de profils différents que tu as, que t'as de clients. Ok, ok. Donc, Mm. ouais, c'est quand même beaucoup de. Ça reste polyvalent, il n'y a Mm. pas le même type. Et pour parler un petit peu, justement, dans les gens que vous côtoyez, il me semble avoir compris qu'il y avait peut-être aussi un petit peu une partie d'influenceurs. Est-ce que toi, t'en as déjà côtoyé? Est-ce que, du moins, côtoyé, Ouais, t'en as déjà transporté? je les vois à travers les réseaux. Ouais, mais pas dans la. Non, Ok, non. Et puis, alors, c'est vrai que moi, ma page Insta, elle a commencé à grimper à partir du moment où, effectivement, on a vu qu'il y avait des sportifs qui faisaient appel à mes services et qui sont très populaires. Et effectivement, j'ai eu des demandes voilà, pour aller faire des fois des clips même. Donc, ok. l'avion, il reste au sol et tu fais des clips. Et en fait, bah, t'expliques gentiment au gars, tu lui dis, écoute, le mec, il a payé 15 millions d'euros son avion, c'est pas pour on fasse un clip de rap dans son avion, quoi. C'est pas du tout son kiff, c'est pas du tout son délire. Moi, j'ai 40 ans, je suis encore jeune, donc je comprends ton truc, mais comprends que le mec qui est investisseur, qui a travaillé toute sa vie, qui s'est payé son jet, il a pas du tout envie que son jet il soit mis en avant dans un clip de rap, en fait. Ouais, bah ouais. Donc voilà, et donc maintenant, il y a des studios qui sont créés pour ça. Et il y en a à Paris, il y en a un peu de partout. Fameux studio fake. Pas de nom studio fake, mais ça sert vachement aux entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font du fake avec ça. Ouais, justement, c'est Mm. là où moi j'y vais. C'est ce type de problème. Alors, Ouais. quelqu'un qui loue vraiment son avion, qui fasse une photo dedans ou un truc dedans, à la limite, il l'a payé 6 000 balles. Ouais, Mais puis après, c'est le choix aussi du propriétaire. Il faut demander au propriétaire l'accord, hein, c'est- parce que, Ok. ouais, souvent, on va quand même appeler le propriétaire, enfin souvent, tout le temps, Juste pour faire un rush, s'il prend pour un faire vol un vol ou avec. pour faire rien. On va Ok. de toute façon appeler le propriétaire. On va lui dire, voilà, on a une demande pour faire un Paris Amsterdam ou un Genève Amsterdam, ou un monsieur qui nous appelle pour faire du shooting dans votre avion. Est-ce que, voilà, on n'est pas propriétaire de l'appareil, hein, donc Ouais, donc vous on demandez. l'appelle. Ok. Et bien souvent, on ne pose même pas la question quand il s'agit de faire des clips de rap dans Ouais. l'avion. Après, c'est chacun, il y en a qui acceptent, hein, je ne juge pas. Mais je me dis qu'il vaut mieux les faire dans des studios. C'est plus cool. Et honnêtement, voilà, s'ils veulent le faire, autant qu'ils le fassent dans un studio. J'aimerais que ça existe même pas, hein, pour être honnête avec toi, parce que ça donne vraiment une image particulière de notre aviation, pas celle qu'on aime. Oui, bien sûr. Mais ça doit exister. Il y a un budget, un business pour tout le monde. Et je sais qu'il y a ces studios qui existent, qui marchent pour le cinéma, donc ça c'est bien. Ouais. Parce que finalement, ça évite à des avions de voler. Donc ça évite des émissions de CO2 pour faire du Je crois que cinéma. c'est Dassault, ils en ont même juste quand ils font le salon eBay, là, ils en mettent Oui, un alors ils ont, entier. alors ça c'est pour les salons et ces maquettes là, elles sont en général plus pour les gens qui vont venir acheter un avion qui n'est pas encore sorti. Ok. Par contre à Paris, il y a des sociétés qui existent pour ça, qui ne font que ça, que pour les tournages. Alors ça peut être des tournages de films, on les regarde avec beaucoup de bienveillance, mais quand c'est des mecs qui se posent les pieds sur la table et qui foutent les billets sur la table, etc., ça donne une vision de notre aviation qui font que les gens pètent un câble et ils ont raison. Oui, bien Ils sûr. se disent attendez, mais vous nous passez au-dessus de la tête, vous faites des émissions de CO2 pour que le mec il fasse du bling bling. Ouais. Ça, c'est difficilement défendable après. Bah, moi, justement, j'avais pas le point de vue de ceux qui passent au-dessus de la tête juste pour faire leur vidéo bling bling, Mm. mais j'ai aussi le point de vue de ceux qui louent les faux trucs à Paris. C'est C'est ça. 150 euros, je crois. Du moins, j'ai C'est déjà vu dingue. les C'est prix dingue. annoncés par un influenceur qui les a lâchés il y a pas longtemps. Ok. Et 150 euros, mais surtout pour vanter une vie qu'ils n'ont pas. C'est Et ça. ça, c'est là où je trouve c'est le pire, c'est parce que du coup, les gens vont les suivre pour une vie qu'ils n'ont pas eux-mêmes en vendant Ouais. des produits qu'ils n'ont C'est pas ça. réussi à atteindre. Ouais, on est dans le paraître. De Et toute là, façon, on c'est est le dans un problème truc de où notre génération. c'est comme louer la Rolex. Tu veux te payer une Rolex. Moi, j'ai un compte. Mm. Autant un jour, je m'en paierai une juste pour Après le. que tu montes le produit que tu vends, souvent on m'a fait la remarque parce que j'ai eu l'occasion moi de voler dans des vols, je l'ai sur Instagram, hein, sur lequel Bien sûr. en fait je profite de vols de positionnement de l'avion parce que quand l'avion part en maintenance, les centres de maintenance sont à Paris. Donc l'avion vole, s'il est à Genève et qu'il a un souci de maintenance mineur et qu'il doit voler jusqu'à Paris, l'avion vole à vide. Donc je me suis permis de mettre en lumière ça sur Instagram et de profiter de ces vols à vide pour montrer comment était un avion d'affaires à l'intérieur. Ah, en Tout ça effet. pour dire, voilà, mettre en avant l'aviation d'affaires parce que c'est le produit que tu vends, ok, mais j'ai beaucoup de mal pour des mecs qui effectivement vendent des vies qu'ils n'ont pas. Je crois que tu l'avais fait sur une de tes vidéos, tu étais Ouais. baladé en Porsche. Ouais, Et j'avais pris la t'avais- Porsche. J'avais pris. Bah,
j'ai des lunettes de marque. Ouais. Là, je m'étais fait prêter d'autres lunettes qui Ok. n'étaient pas à moi. Et je me Hmm. suis dit, je joue le fake de A à Z. Ok. Donc, des lunettes pas à moi, une montre Hublot pas à moi, la Ouais. Porsche pas à moi. Ok. Et Et j'ai dit, je vais faire la vidéo juste pour leur dire, les gars, elle était parfaite. on peut tous le faire, Ouais. tu vois, c'est juste un fun. Et Elle était encore, top. là, je me suis tout fait prêter pour montrer que même pour zéro, j'ai réussi à avoir. Ouais. On peut louer. Et en général, les mecs, ce qu'ils font, soit ils louent déjà plusieurs, donc déjà on minimise une Ferrari par 4, Hmm. soit ils la louent, ils vont faire 15 shootings dedans en une journée, Ouais. ils en louent 3 comme ça dans l'année, Hmm. ils ont fait leur shooting pour l'année, maintenant ils vont te montrer qu'ils ont une vie vida loca, alors qu'en fait c'est absolument faux. Ouais. Et puis même si c'est vrai, moi je préfère acheter des appartements, Ouais, clairement. préfère investir dans des trucs qu'aller dépenser, ou dans mon entreprise notamment surtout, mais plutôt qu'aller dépenser dans du superflu. Je le ferai. Ouais. Moi, je veux une Mustang, je veux des choses comme ça. Il y a quand même 2-3 buts que je veux en fonction des paliers Ok. que j'aurai atteints. C'est propre à chacun. Mais, Cool. mais pas de là à en faire tout ton marketing, du moins. Ouais, clairement. Non, mais La je com, comprends. pour moi, ça doit être le savoir. Du moins, quand ils suivent quelqu'un, notamment dans nous, les infopreneurs, quand ils suivent quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit apprendre des sujets pour essayer de te les retranscrire Ouais, clairement. comme un prof. Mm. Si c'est quelqu'un qui n'apprend rien et qui est juste là en train de te montrer la Rolex et te dire vas-y, suis-moi, regarde mon télégramme ou ma connerie, j'y vois pas le but. En Ouais. fait. Donc j'essaie de me positionner quand même à l'opposé de ce marché-là, Ok. en passant des diplômes, en ouvrant des entreprises physiques à des C'est endroits sage. où on peut venir me chercher. S'ils veulent Totalement. envoyer des avocats, il n'y a pas de souci, je suis protégé aussi. Donc à la limite, voilà, je veux créer des Ouais. choses solides et qui me différencient de Dubaï, Rolex et ce monde superficiel, Et on va c'est dire. pour ça que quand on a été en contact, j'étais vraiment chaud à 100% pour venir en parler. D'une part parce que ça peut expliquer notre travail dans l'aérien propre, et puis après expliquer quels sont les débouchés en Suisse, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui ne peut pas l'être. Et je trouve que c'est vachement ludique. En fait, tous tes podcasts, ils sont ludiques, ils sont pas bling bling. Et je voulais surtout pas accepter l'invitation d'un podcast bling bling. Et t'as même des collègues qui font des podcasts sur les frontaliers que je trouve Ok. plus basés sur l'argent. Et Oui. je trouve que ton rapport, toi, à l'argent, il est plus sain. C'est pour ça que je suis ravi d'être là. J'essaie d'en parler parce que oui, on est obligé de parler un petit peu des Mmh. salaires parce que oui, on veut augmenter, on veut évoluer professionnellement et malheureusement, je trouve qu'en France, il y a quand même un gros frein là-dessus. Ouais. Donc, on a quand même une envie d'évolution Clairement. perpétuelle, c'est pour ça que je suis venu ici aussi. Maintenant, il y a un principe d'intégration qui reste très fort, Mmh. d'authenticité, notamment le village que j'ai pris, Séni, un village très authentique, j'aime Ouais. ça, plutôt que les villages dortoirs. Du moins, arriver à montrer autre chose aussi. Il y a l'argent, oui. Mais maintenant, il y a une qualité de vie qui est hors norme. Ouais. Moi, j'adore. Je suis pas le type de frontalier. Je promouvois pas le type de frontalier de tu passes la frontière, tu dépenses plus un centime. Du moins, voilà. Ouais. Tu vas tout dépenser en France. C'est sûr. Je suis pas du tout là-dedans. Je dépense Clairement. beaucoup en Suisse. Ouais. Faut économiser, bien sûr. Mhm. Mais il y a quand même une qualité de vie, des choses à faire en Suisse qui sont bien, du moins. J'aime Totalement. ce pays et je pense Totalement. que je finirai par y vivre. Donc, Ouais. au moins, c'est réglé. Je te le souhaite. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Alors, j'entends que tu es à Sony, donc tu es du côté. De l'autre Non, côté. moi, je suis à Régnier. Au Régnier, d'accord. Moi, Ok. je suis à Régnier, mais j'ai fait une Portage vidéo sur avec Séni. la mairie de J'ai Séni, vu, ouais. qui était bien fait. directement. Et là, je vais démarcher Régnier aussi. Ok, bon, ça va. En alors. partie Ouais. en top 2 pour aller les démarcher. Mais c'est bien qu'effectivement tu parles de la région parce que c'est vrai que ça fait partie des questions. Là, le jeune qui est venu rejoindre notre entreprise et que j'ai bien poussé pour qu'il revienne dans cette société, il m'a posé toutes ces questions, y compris le logement. Comment je me loge, où je me loge, etc. Voilà. Alors, tu as les amoureux d'Annecy, Ouais, que je comprends, c'est complètement. Je parce que comprends c'est aussi. une dinguerie et c'est magnifique cette ville. Un peu loin, mais elle est incroyable. C'est un peu loin. Moi, j'ai commencé par là. J'ai commencé par Annecy-le-Vieux quand je vivais chez ma tante. Là, je t'expliquais au début. Alors, c'était bien, mais il n'y avait pas l'autoroute. Ok. Donc, encore plus. tu passais par Cruzeil avec tous les bouchons que les gens du coin connaissent bien. Et donc, l'autre côté, je suis allé sur le côté du Pays de Gex, Ok. Cessy, après Ferney-Voltaire, Verseny, en fait, Ok. Verseny. Et puis, j'ai jamais fait de ton côté, mais c'est vrai qu'il y a des différences d'atmosphère de chaque côté de la frontière qu'il faut vraiment, vraiment avoir pris en compte avant de s'installer. Alors, suivant où tu vas, quand tu recules, moi, là où je suis un peu écarté de tout ça. Mhm. Mais c'est vrai que si on prend côté Annemasse et côté Gex, Annemasse, ouais, deux aussi. mondes, deux Mhm. différences. Côté Annemasse, très Ouais. urbain. Au contraire, il y a Ouais. peut-être même un peu de délinquance maintenant Ouais. qui commence à monter petit à petit. Dur, Annemasse. Ouais, il faut faire attention quand même. Côté Pays de Gex, c'est plutôt la campagne. Ouais. Ouais, c'est un peu plus paisible. Donc j'aime beaucoup le Pays de Gex aussi, même si je reste habitant en Haute-Savoie pour l'instant. Maintenant, Régnier, moi par exemple, je suis reculé, je suis à
7 minutes d'Annemasse, parce qu'en plus, je vais au bar de traction à Ambilly Ok. régulièrement. Et je suis à 7 minutes d'Annemasse, mais moi, j'ai les vaches juste à côté de chez moi. Elles coupent la route, elles sortent à 16h, elles coupent la route, t'attends une demi-heure derrière les vaches. Ben voilà, on retourne dans la campagne. Moi, je suis à Ardéchois. Ok. Donc, moi, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train. Puis ça fait du bien pour relâcher la pression Ouais, un petit ouais. peu d'avoir ce moment campagne, enfin cet endroit campagne un Bah, petit peu c'est ça, relâché. tu peux aller te balader, t'es dans la verdure. Du moment, il n'y a que des terrains à perte de vue autour Ouais, de chez moi. On est bien, on mais est je préfère bien. la campagne. On Après, peut il y a aller des à gens. Genève pour tout ce qui est aspect ville. Ah, moi, j'ai T'as accès tout. à. Ici, je suis ici en 25 minutes. Mon cabinet, je suis accès en 25 minutes. En fait, C'est j'ai top. autant accès à l'autoroute qu'à la. Du moins, je peux passer par Valeur ou par Bardonnay. Mm. Donc, j'ai accès aussi vite à l'aéroport qu'au centre-ville de Genève. Ouais. Non Donc, mais je suis à voilà, 25 c'est minutes de super. tout, mais en même temps, je reste dans la campagne, dans ma petite tranquillité. Puis quand t'es père ou mère de famille, moi pour le vivre, moi je suis de ce côté-là parce qu'il y a le Vitam Park qui est à côté, donc c'est un énorme parc aquatique. Ok. Et t'as le parc d'Andy, tu l'as dit, qui est à côté. T'as le village du Père Noël, qui est assez Ok. mythique pour les gamins en bas âge. Le village du Père Noël, c'est connu dans Il est la vers où? France entière. Et il est à côté du parc d'Andy, du parc de d'Andy, ouais. Ok. Ouais. Non, mais ça, je dis ça. Je demande en même temps parce que je sais qu'il y a ma mère qui arrive Ah très oui, ah non, mais prochainement. c'est à côté, c'est vraiment à Et mon côté. petit frère, Mm. ça pourrait lui plaire comme type de Et visite. voilà, donc il y a des fêtes médiévales qui ont lieu dans ce parc d'Andy, les médiévales voilà, chaque année. Enfin, il y a vraiment de la vie, je trouve, de ce côté-là, du côté Ok. Saint-Julien. Ok. T'as raison, on peut aller sur Régnier, mais côté Saint-Julien, etc., pour les parents, Ok. c'est moins dortoir, pardon pour le Oui, terme, bien sûr. que du côté Ferney, je trouve, Pays de Gex. Après, chacun trouve son équilibre. Et puis après, à Genève, t'as tout, hein. T'as des piscines qui sont géniales aussi. Les piscines sont pas chères du tout à Genève, j'étais surpris. Mais il y a plein de. En fait, tout le monde dit c'est cher. Du moins, c'est cher la Suisse. Il y a des choses chères. Maintenant, il y a les barbecues accès gratuit avec une Ouais, hygiène suisse. Du moins, je vais dire une hygiène ouais, suisse et tout le monde nettoie c'est quand il propre. part. Il y a les plans de chat disponibles aussi Hmm. vers Copé, je crois, Ouais, gratuitement et tout. Tu as quand même pas ouais, mal de choses que tu peux faire plein de quasi trucs sur Suisse. gratuitement ou très peu cher. Plein de trucs sur Suisse. Et puis tu l'as dit avec beaucoup de justesse, c'est cool de pouvoir travailler en France, de pouvoir vivre en France, travailler en Suisse. Il faut aussi jouer le jeu des deux côtés, Bien sûr. dépenser un petit peu de l'un côté, un peu de l'autre, et on trouve son équilibre de vie. Et d'autant plus que tu as raison, il y a des choses qui sont moins chères en Suisse. Les piscines, la dernière fois j'étais à la piscine de Grand Lancy, je crois, Ok. 5 balles Ok. l'entrée. Ah ouais. Quand tu Ok. vas au Vitam, je crois que c'est 25. Bon, c'est pas du tout la même chose. T'as des toboggans, t'as des machins, t'as des coins spa, etc. Quand même une légère diff de tarifs. Et tu as raison avec la qualité et la propreté suisse. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire sur Suisse qu'on peut pas faire en France. Bah justement, pour faire une petite aparté là-dessus, en termes d'activité, toi qui as des enfants, parce que moi j'en ai Ouais, pas trop conscience, moi c'est maison, travail, maison, travail. La moto, elle a fait ouais, 20 000 km, mais elle est ok. juste allée au travail, j'ai jamais Mhm. baladé avec. Donc je fais pas grand-chose de ma vie hormis travailler et faire du sport. Ouais, ouais. Toi qui en as peut-être un peu plus fait de par les enfants, etc., est-ce que tu penses que c'est une région, que ce soit autant en Suisse où il y a de quoi faire pour les enfants si on a... On a créé un groupe WhatsApp, nous, dans notre boîte, Ok, parce qu'on a une société qui est restée très familiale. Hein. Je t'ai dit, c'est père et fils à la tête, et ok, on a gardé cet esprit familial. Et donc, on a créé un groupe WhatsApp dans lequel on s'échange tous les bons tuyaux entre parents, etc. Et en fait, tu as plein de choses, que ce soit des parcs en intérieur. Il y a un musée qui est magnifique aussi, qui est le musée d'histoire naturelle, qui est en réfection là en ce moment à Genève, qui ok. est extraordinaire pour les enfants, extraordinaire. Parce que ça va à travers les âges et à travers l'histoire sur les animaux, etc. Donc ça peut être aussi du culturel et sympa. Là, au moment où on se parle, mes enfants ils sont en train de faire du paddle sur le lac Léman, Ok, ouais, voilà, c'est sympa. avec mon épouse. Et du coup, oui, tu as plein de choses. Tu as le Swiss Vapor Park pour les enfants qui est pas bien loin aussi quand tu grimpes un petit peu en allant vers Montreux, Ok, Lausanne, ouais, etc. Non, tu as énormément d'activités sur Suisse. Et puis en frontière, bah, je le disais, le parc d'Andy, qui est génial, mais qui, je crois, est saisonnier. Hein. Enfin, je veux dire, il ouvre pas toute l'année. Hein. Il ça, ferme. Hein. Le parc d'Andy, donc le parc du Père Noël, hein, voilà, ça pour les beaucoup plus petits. Le Vitam Park, où on le disait, t'as les toboggans. Même que tu du monde, de toute façon, quand l'extérieur est ouvert, c'est tellement immense que tu peux faire des choses géniales. Et puis voilà, donc il y a il y a plein d'activités, je le le, recommande carrément pour les enfants. juste le petit ski, le petit wakeboard. Le ski, moi je suis au pied du Salève. Ouais. Il y a le Salève et il y a le Jura des deux côtés, donc voilà, donc t'as des pistes de ski et de luge pour les gosses l'hiver. Donc ça c'est génial. Moi de là où je suis à 10 minutes, 15 minutes max des pistes du haut du Salève. Ok. La Croisette, ça s'appelle, en haut du Salève. Il y a tout. Enfin, vraiment, on a une ville que je prends plaisir à faire découvrir. Et souvent, il y a des Lyonnais qui viennent me voir, mes potes d'enfance.
Et ça, c'est une notion que tu disais aussi dans tes vidéos. Je pense que quand tu viens travailler en Suisse, c'est aussi que tu as de l'ambition. Oui. Et moi, mes potes, ma meilleure amie, je lui ai dit, mais je venais d'arriver en Suisse, la première expérience que j'ai, je suis sur la vingtaine, j'ai dit, mais arrêtez tout. Je suis revenu à Lyon, je leur ai dit, arrêtez tout, venez bosser en Suisse, en fait, parce que c'est 3 fois le salaire. Et ma meilleure pote, et je respecte complètement son point de vue, elle m'a dit, écoute, moi, je suis installé, j'ai un mari, on va avoir un enfant, on veut pas bouger. On est bien à Lyon, on aime cette ville. Et ça, je respecte à 300%. Bien sûr. Mais à l'époque, quand j'étais gamin, je me disais, mais ils sont fous. 3 fois le salaire. Et en fait, je voyais. J'étais pas venu pour ça encore une fois, mais quand j'ai pris conscience du salaire, je dis, mais il faut venir ici. Et il faut bien remettre les choses en perspective. Il faut quand même avoir beaucoup d'ambition et vouloir bien travailler et travailler fort. On travaille plus en Suisse, Oui. 41 heures. On travaille. Les demandes sont fortes. Et encore une fois, comme j'ai dit, ça peut aller vite dans un sens et très vite dans l'autre aussi. Ouais. Et puis les clients, moi, ayant travaillé un peu avec les clients sont beaucoup plus exigeants. Ouais. Ils ont l'habitude Du moins, de ils ont quand même l'accueillir. un taux d'exigence. Par contre, ils sont très reconnaissants aussi. Du Ouais. moins, j'ai jamais eu aucun problème que les mecs qui se baladent avec des Richard Mille ou quoi, c'est monsieur tout le monde. Ouais, Même c'est au ça. contraire, c'est que les nouveaux riches, comme on dit souvent sur Internet, c'est qu'ils vont être avec la petite Rolex et tout, des fois, vont être beaucoup plus péteux que le mec Grave. qui a la Richard Mille au Grave. poignet. Non, non, totalement. Généralement, tu les vois pas, ceux qui ont un Richard Mille. Totalement. C'est juste, moi, je guide, je dis, ah ouais, bon, là, on a passé un certain cap. Allez, une anecdote que j'ai pas le droit de te dire, mais je te la dis quand même parce que je m'octroie ce droit. J'ai un client tu parles de Richard Mille, qui a oublié sa Richard Mille sur un vol. Ok. Il venait d'un autre continent et il oublie sa Richard Mille dans l'avion. L'avion part en maintenance à Paris. Et il m'appelle en plein milieu de la nuit parce qu'il était arrivé genre à 23h. Et puis vers 1h du matin, il rentre à la maison, il oublie sa Richard Mille. Ça, c'est une des particularités de mon métier aussi, c'est que la conciergerie, c'est induit. C'est-à-dire que ton client, tu essaies de lui donner le meilleur des services. Il oublie sa Richard Mille dans l'avion. L'avion va à Paris en maintenance. Et donc, il y a un avion dans un hangar quelque part avec une montre à 450 000 euros. Oh, le coup de pression. Et donc, il m'annonce ça dans la nuit. Je peux joindre personne, plein milieu de la nuit. Et j'arrive le matin à la première heure au taf. Et je vais voir nos ingénieurs qui sont souvent en contact avec les gens de la maintenance. Et je leur dis, écoute, dans un des hangars, il y a tel avion, telle immatriculation, dans laquelle il y a une montre. Est-ce que tu as un mec en qui tu as assez confiance pour aller vérifier? Et par chance, on a des gens à la maintenance qui sont super performants et qui ont un bon réseau. On en revient au réseau. Ils me localisent la montre. Je prends le premier avion. Air France, je ne prends pas de jet à titre privé. Je prends le premier avion pour Paris. Je vais récupérer la montre. Je la mets au poignet. Et là, je me dis, j'ai quasiment en fait une montre qui vaut presque le prix de ma baraque en fait à mon poignet. On fait comment? Et je suis allé lui ramener la montre dans son pays, pas bien loin, mais avec une montre Richard Milles au poignet. Tu me demandais les anecdotes, celle-ci elle me vient pas, tu parles de Richard Milles, elle me revient. Mais ouais, ça fait partie des coups de pression que tu te prends quand tu as une montre, tu te balades avec une montre à 450 000. Quoi. Bah là, tu t'imagines, tu te balades, le mec, il y a des gens, ils coupent la main pour ça. Ouais, Hein. exactement. Là, ça, pour 405. Là, moi, je l'ai vu 2 fois sur la terrasse. Là, j'ai aidé les copains Ouais. à un des restos là, la semaine dernière. Là, j'ai fait un petit extra en plus de mes réseaux et de ma fiscalité. Je faisais justement sur leur terrasse 2 fois, mais les mecs les plus banals possibles et tout. Ouais. J'ai attrapé ça. Je dis, vous savez, là, vous avez un vrai gros client, parce qu'une Rolex, tout le monde peut s'en payer une en réalité. Est-ce que la question, c'est est-ce que tu veux? Parce que la première Rolex, je crois qu'elle fait 8000. Donc en réalité, tu travailles en Suisse, tout le monde peut se la payer. Mais Richard Mille, par contre, quand tu tapes 500 000, là, t'es pas monsieur. Alors en plus, j'aime pas trop avoir sur moi des signes ostentatoires ou tu vois, voilà. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est la première fois que j'avais une montre de cette valeur-là au poignet. Ça doit pas être bien. T'es pas bien. Par chance, c'était en hiver, donc j'avais un blouson. Donc ça, c'était cool. Mais ouais, je me suis baladé avec cette montre-là. Enfin, pas baladé, je lui ai ramené par le premier avion. Donc j'avais pris les accès au salon Air France, tu vois, pour pas être dans le terminal de CDG avec la montre, tu vois, de partout. Donc je me suis mis dans le salon Air France, caché jusqu'à ce que l'avion y parte. Je voulais pas me balader. Et ouais, mais voilà, ça fait partie des petites particularités de notre métier. Des fois, tu as des clients qui oublient un truc et ils te font confiance à 100% et tu devrais leur rendre la confiance à 100%. Bah, de toute façon, en général, au final, c'est comme ça que tu crées du réseau solide. C'est ça. Et, c'est la confiance. C'est la confiance avant tout. Et c'est comme ça, je pense aussi que tu as développé tes relations ouais, c'est ça. au niveau du réseau.
Pour bifurquer un petit peu, on avait dit aussi l'aspect écologique dans Mhm. l'aviation. Donc, je pense qu'il pouvait être important d'en parler parce qu'on entend souvent parler les avions, Ouais, le ouais. train face à l'avion. Est-ce que tu as quelques chiffres? Est-ce que tu connais comment tu vois un petit peu cet aspect écologique dans l'aviation? Où en est l'aviation peut-être déjà à ce Ouais, niveau-là aussi? t'as raison de démystifier cet aspect-là. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus, sur l'aspect écologique. Et Ok, ce qui est ouf, c'est que toutes les vidéos où on me voit dans un avion d'affaires, il y a un nombre de vues un fou. Et l'écologie, ben, malheureusement, cette vidéo-là, elle fait beaucoup moins de vues. Et je pense que c'est important, il faut en être tous conscients, parce que souvent on me dit oui, mais tu travailles dans l'aviation d'affaires, t'es pas conscient, machin. Je suis pleinement conscient de ce que représente l'aviation d'affaires. Je suis pleinement conscient de ce que représente l'aviation. Et dans les écologistes, tu as des écologistes qui sont très radicaux. T'en as qui s'inventent des vies, hein. On a des conspirationnistes, peut-être qu'on l'abordera. Mais j'ai une pleine conscience de ce que représente l'aviation. L'aviation, c'est 2% des émissions de CO2. Il faut le savoir, l'aviation mondiale. C'est-à-dire ok. tous les avions de fret, les avions médicaux, les avions de ligne, les avions C'est d'affaires. 2%? C'est 2% de l'aviation, des émissions de CO2 Ok. finalement, hein. Donc c'est un gros sujet. On en fait un très gros sujet, mais c'est peu de choses. À contrepartie, enfin, si on prend le contre-pied de ça, on voit l'énergie, par exemple, c'est 40% des émissions de CO2. Les centrales à charbon qui se remettent en... Il y a des hérésies, hein. L'Allemagne qui sort du nucléaire et qui rallume 27 centrales à charbon. Ok. Il y a un... Pour prendre le parallèle, et il y a un homme politique qui disait la totalité des transports, du transport aérien des Français, les émissions totales des Français qui se déplacent, c'est 10 millions de tonnes et c'est l'équivalent d'une centrale à charbon. Alors c'est un peu faussé parce que maintenant les centrales à charbon ont aussi évolué, elles font des efforts. Mais finalement, quand tu te dis que une centrale, c'est tous les Français qui se déplacent en avion et que tu sais que l'Allemagne en réouvre 27 et que l'Asie 600, Ouais, donc au final, c'est tu te pas. dis, je sais pas, le sujet finalement, c'est peut-être plus l'énergie ou d'autres, Ouais, mais il faudrait, du moins à terme, je pense que tu vas en parler juste après, mais trouver d'autres peut-être combustibles ou autres pour que justement ça soit moins nocif. Mais en réalité, le vrai impact, c'est pas forcément ça. Ce serait plutôt au niveau ouais, déjà des énergies qui représentent 40%, de trouver des c'est ça. énergies Plus verte. alternatives. Bon, sans arrêter non plus les centrales avant qu'on soit autonome. On en est là. On en Est-ce est que, là. est-ce que... On en est à des gens qui, en général, dans l'écologie, te disent il faut arrêter. Il faut arrêter l'aviation, il faut arrêter l'aviation d'affaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis. Et c'est sur ces points-là que je lutte particulièrement, parce que je trouve qu'au contraire, il y a des compromis à faire, dans le sens où pour moi, l'homme, il a fait des choses extraordinaires, et en aéronautique particulièrement. Si on obère Clément Ader et qu'on compte le premier avion, c'était les frères Wright en 1903, on nous a dit le prochain défi pour l'homme, ça sera de mettre plus de monde dans un avion que le seul passager de ce petit avion qui volait en 1903. Ok, en 1968, on créait le Boeing 747. Voilà, en termes de capacité passager, on avait réalisé ce challenge. L'écologie, le souci écologique, c'est arrivé à la fin des années, un petit peu avant les années 2000. Ok. Et il faut savoir qu'on a commencé à dire qu'il faudrait que les avions polluent moins. Et entre 2000 et 2019, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une baisse de 49% des émissions de CO2 de nos réacteurs. Ok. Voilà, donc c'est quand même pas rien en 19 ans. 2000-2019, 49% d'émissions de moins des réacteurs. Pourquoi? Parce qu'on les a travaillés pour qu'ils soient moins gourmands en carburant. D'une part, parce qu'il y avait des grosses crises qui se pointaient et qu'effectivement le fuel allait devenir de plus en plus cher. Donc ils consomment moins. Et qui dit moins de consommation dit moins d'émissions de CO2. Ok. Donc au regard de l'écologie, c'est déjà mieux. Il y a des progressions qui ont lieu maintenant. Il y a des progressions qui ont lieu demain. On parle de l'hydrogène et des avions à hydrogène. Boeing et Airbus, parle de 2050 pour les avions à hydrogène. Donc là, on partirait sur un carburant quasiment neutre en émissions de CO2. Mais déjà aujourd'hui, il y a des carburants de synthèse qui existent, comme pour les automobiles. Il y en a un qui est dédié à l'aviation qui s'appelle le SAF, le Sustainable Aviation Fuel, qui réduit de 80% les émissions de CO2. Et là, en phase de test, il faut vérifier que ça ne crée pas plus de corrosion sur les moteurs, que ça ne crée pas plus de difficultés pour les moteurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin de changer les moteurs actuels. On peut mettre du SAF en complément avec du pétrole, du kérosène, pour réduire les émissions de CO2. Donc, on en est déjà à ces phases-là et on réduit de plus en plus les émissions de CO2 de nos réacteurs. Donc, 2% pour l'aviation commerciale. Je ne parle même pas de l'aviation d'affaires, 0,04% des émissions de CO2. Donc on peut en faire un sujet si on veut. On peut même écouter ceux qui disent arrêtez tout.
Ok, tu vas arrêter tout, tu vas arrêter 0,04% de CO2, tu vas pas sauver la planète et tu vas embêter tous les transports d'organes, les entrepreneurs qui créent leur société, qui ont des sociétés qui fonctionnent, enfin tout ce qu'on a cité déjà Donc ça toucherait même auparavant. l'emploi de Ça manière toucherait l'emploi de massive. façon inévitable. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, 23 000 jets dans le monde, 60%, à peu près 14 000 jets aux États-Unis, et nous, on est, je crois, 16% de jets en Europe. Ok. Donc on est un épiphénomène, et aux États-Unis et en Chine, alors je dis pas que c'est l'exemple, hein, mais eux ne se préoccupent pas de ces 0,04%, ils ont déjà balayé l'idée, quoi. Alors certes, il y a encore quelques petits trucs qui reviennent sur le tapis. Là, il y a eu le patron de Starbucks qui s'est fait attraper avec son jet parce qu'il avait négocié un jet privé pour ses déplacements personnels. Il y a des folies, et le problème c'est qu'on met plus en lumière ça que les efforts écologiques dont je viens de te parler juste avant. Ouais, donc oui, il y a toujours cet aspect-là de toujours remettre la faute, tu vois. Mais c'est vrai que au niveau des avions, on tire souvent énormément dessus. Après, en même temps, en train, c'est très compliqué de se déplacer. Une fois sur deux, ils sont en retard. Ouais. Bon, moi, je sais que j'en ai repris un il n'y a pas si longtemps et c'est tout le temps en Hmm. retard. C'est Donc, un outil. Et puis bon, maintenant, il y a une concurrence des Italiens, donc ils vont ça va peut-être s'améliorer en France, les trains. ah bon? Bah oui, tu sais, il y a les trains italiens qui arrivent maintenant sur le marché Ah, du non, je... TGV, la ligne Lyon-Paris, je crois qu'il y a Lyon-Bordeaux aussi. Donc ça va peut-être s'améliorer. Je pense que tout le monde prône une énergie la plus verte possible. Bien sûr. C'est pas un plaisir. La dernière fois, j'ai regardé un reportage sur France 2 où ils expliquaient que la moitié des vols étaient des vols à vide. C'est comme si les avions volaient à vide pour faire chier le monde et pour polluer la planète. Non, s'ils se volent à vide, c'est qu'ils se positionnent. Tout à l'heure, je te disais, il nous arrivait d'aller de Lyon à Genève 17 minutes pour aller chercher des entrepreneurs à Genève. Ouais, du coup, il y a un aller à vide. Il y a un aller à vide, donc statistiquement, ça comptera comme un vol à vide. Sauf que c'est 17 minutes et que c'est rien en termes d'émissions de CO2. Il y a une pléiade d'exemples que je peux te donner comme ça. Et dans ce reportage, il disait il y a, combien ils ont dit 32 000 jets, je crois, qui ont transité 32 000 jets différents qui ont transité par l'aéroport de Nice. Il y a 23 000 jets dans le monde, on fait comment? Donc il y a des reportages qui mettent l'huile sur le feu. Et si on prend les chiffres, seulement les chiffres, et les évolutions écologiques qui ont déjà eu lieu, il me semble que l'aviation a encore des beaux jours devant eux. Ouais, et puis même en termes de sécurité aussi, l'aviation est quand même loin devant en termes de sécurité que la voiture et tous les transports. Le train, c'est le moyen de transport le plus sûr. J'avais regardé parce que j'ai une fâcheuse manie dès que je monte dans un Ouais. avion, regarder tous les systèmes de crash, Ouais. etc. Et je crois qu'il faudrait voyager tous les jours dans un avion pendant 570 ans Ouais. pour mourir dans un avion. Du moins, je crois que la stat, Oui, c'était ça. Ouais, En c'est termes de microscopique. Mais par contre, tu n'enlèveras pas la crainte des avions, hein. On en a plein de gens qui ont cette phobie Ah, mais et qui sont obligés de faire des stages. Ouais. je suis pas Non, un non, grand... mais tu parlais des accidents, mais les gens, c'est vrai que c'est tellement médiatisé à chaque fois qu'il y a un accident. Ouais, et puis quand ça crache, ça crache. Ouais, Ça crache, quand ça crache, ça crache. Mais bon, quand on regarde les accidents de voiture, il y en a toutes les 5 minutes. C'est sûr. Et il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Mais vu qu'on a parlé un petit peu de l'écologie et que ça gravite sur le même schéma, je sais qu'on parle souvent du moins on voit souvent le complot dans la partie complotiste, Mhm. la partie les traînées dans le ciel, toutes ces choses-là. Les chemtrails. Voilà, Ouais, qu'on c'est- peut, qu'on peut entendre parler Ouais. régulièrement. Je voulais savoir juste qu'est-ce que tu en penses, toi? Toi qui es souvent dans un avion, est-ce que tu les as vus mettre des produits chimiques dans ces Non, choses-là? non, j'ai regardé ça avec. Après, c'est des théories complotistes. Je crois qu'on parlait de Legend et de Guillaume Play qui avait reçu pendant 2 heures un platiste Oui, qui lui expliquait que pendant 2 heures la Terre était plate. j'ai vu ça. Je sais que Guillaume Play, malgré tout son talent, à la fin du reportage, le platiste, il est reparti en étant sûr que la Terre était plate. Donc j'ai rarement des discussions avec les gens qui ont des idées aussi arrêtées. On va pas rentrer dans les détails, mais un avion, ça vole à 38, 40 000 pieds, les avions de ligne, et il fait moins 50 dehors, même des fois plus froid. Le moteur, le réacteur, sa chambre à combustion, elle peut monter jusqu'à 1200, 1300 degrés. Donc de l'air à moins 50 qui rencontre cette air à plus 1200, 1300 degrés, forcément, ça fait une traînée de condensation que tu vois sur des kilomètres parce que l'avion, il vole à 900 km/h. Donc forcément, tu la vois sur des kilomètres. Et tu vois ça. Et moi, depuis que je suis gamin, c'est marrant parce que je vois ces avions passer avec cette traînée-là, et puis ça participe à la magie. Et j'ai découvert le phénomène chemtrail il y a 6 mois, donc je suis pas le plus au fait. Mais je voyais en fait cette nana qui disait, vous voyez sur ma table de jardin là, il y a de la poussière. Et ben la poussière, c'est des microparticules de l'avion qui est 11 km au-dessus de ma tête. Ok. Et la nana, t'entends les voitures qui passent à 10 mètres de son portail. Donc tu sais que
il y a quand même 1 milliard, deux fois plus de chances que les microparticules, si c'est des microparticules qu'elle a sur sa table, ça provienne du pot d'échappement de la bagnole qui passe à côté des camions, que de l'avion qui est 11 km au-dessus de sa tête. Mais enfin, voilà, et surtout, ce que tu disais, c'est que en fait, c'est les chemtrails, leur idée, c'est que c'est de l'épandage de poison. On balance du poison pour éradiquer la planète. Surtout que moi, dans ce débat-là, ce que je me dis, c'est que si vraiment on voulait éradiquer l'humain de la planète, Mm. il pourra aller tellement plus fort avec ce qu'on a maintenant sous les mains. Du moins, c'est sûr, on sait pas, je sais même pas l'étendue de qu'est-ce qu'on a sous les mains. Ouais. Mais si on voulait éradiquer la surface de l'humanité, je pense qu'on y arriverait. On ne servirait pas de l'aviation. On s'est servi de l'aviation pour des choses bonnes, des choses moins bonnes, puisqu'il y a eu des guerres, et on s'est servi des avions aussi pour ça. Mais apparemment, enfin, a priori, à ma connaissance, je ne peux pas répondre à cette question en disant qu'on cherche à éradiquer la planète. Ça Ouais. me paraît extraordinaire quand même qu'il y ait T'as cette... jamais rien remarqué en travaillant dedans tous les jours Non, quand même. j'ai pas vu qu'on mettait du poison dans les avions. Non, pas encore. Non, mais enfin, voilà, encore une fois, c'est des gens avec lesquels tu peux difficilement discuter parce que le chemtrail, c'est marqué sur Wikipédia, hein, c'est une théorie complotiste. Voilà. Donc, à partir de là, tout est dit. J'ai du mal, moi, à adhérer aux théories complotistes. J'ai du mal à imaginer que la Terre soit plate ou qu'on essaye d'empoisonner les gens délibérément par le ciel. C'est une question de point de vue, donc je rentre rarement dans les débats. Mais pour finir un petit peu, les deux petites questions qui pourraient être intéressantes. Donc déjà, en termes de culture, est-ce que toi, il y a des choses sur lesquelles tu te documentes, peut-être livres, podcasts ou autre? Est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéressent? Parce que je me dis, ça peut toujours être intéressant d'avoir l'avis des intervenants, leur parcours atypique et de leur... Non, mais je trouve, alors c'est pas pour dire, mais je trouve tes vidéos très bien faites. Ça fait 2 fois que j'ai fait casser ton micro. Je trouve tes interviews bien faites et je les regarde parce qu'il y a des parcours différents. Et surtout, bah, tu vois, on a abordé la fiscalité. Là, tu as donné des tuyaux qui sont super intéressants. Et parfois, même des tuyaux que j'avais pas en allant voir des fiscalistes. Voilà. Donc non, j'aime bien regarder ta chaîne, les chaînes de frontaliers d'une manière générale, parce qu'elles sont intéressantes. Voilà. Mais non, je vais pas chercher beaucoup plus les informations, en tout cas sur la partie frontalière, sur la partie aviation. On a un salon, on a en tout cas à minima un salon par an sur lequel on voit tous les nouveaux avions, donc on a de quoi se cultiver et se mettre à la page. Mais ouais, c'est bravo pour ta page, j'en profite. J'étais en merci face de beaucoup. moi et pour et bravo à tous les intervenants qui sont passés et qui ont échangé sur leur expérience. C'était aussi le but de venir ici, c'était de pouvoir partager et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait avant moi pour tous les tuyaux qu'ils ont donnés. Merci à toi du coup pour ce compliment, hein, ça fait toujours plaisir. J'essaye de me donner les moyens de ramener un peu des profils différents qui Ouais. puissent plaire à mon audience, en espérant qu'elle grossisse de jour en jour et que je puisse, comme je dis à terme, pouvoir faire évoluer quelqu'un du stade 1 au stade investissement, patrimoine, en fonction de ses objectifs aussi, bien Ouais, sûr. clairement. Mais le but, c'est la personne elle arrive, elle était français, pas forcément de diplôme, du moins. Mm. Ou si elle en a aussi, Ouais. mais qu'elle puisse à la fin avoir le patrimoine qu'elle désire, voyager comment elle désire C'est et sûr. être épanouie, parce que c'est le but. Et au niveau des recommandations, pour le mot de la fin, un petit peu, quelles petites recommandations, quelle petite inspiration, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs Pour ceux qui veulent venir en frontière, c'est juste rappeler effectivement que quand on veut venir travailler sur Suisse, il faut être conscient que on va travailler un peu plus qu'en France. Je le rappelle. Et je le rappelle aussi, il faut continuer faut pas s'arrêter sur un échec. C'est pas parce que tu as postulé quelque part que forcément ça fonctionnera pas pour toi en Suisse. Je pense qu'il faut beaucoup avoir la tête assez froide et continuer encore. Je prenais l'exemple de mon épouse tout à l'heure. Elle a raté 9 entretiens, elle allait s'arrêter. Puis le 10e, ça a été le bon. Donc, il faut jamais lâcher. Et donc, voilà, avoir cette ambition, bien se renseigner en amont. La chaîne est top pour ça. C'est parce que voilà, on trouve vraiment l'importance du 3e pilier, l'importance de la sécurité sociale qui marche totalement différemment en Suisse qu'en France. Voilà, je dirais simplement en partant déjà de ce début-là, pas arriver les mains vides comme je suis arrivé moi et ça m'a coûté très cher. Tu le disais toi aussi, je suis rassuré, on est au moins 2. Mais voilà, bien se renseigner avant d'arriver et avoir un bon conseiller voilà, personnel. Ok. Bon, en tout cas, merci pour cette interview. Merci à toi. Pour le partage que tu as pu faire à nos auditeurs. Merci à tout le monde. Et pour vous, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à laisser en commentaire le type d'intervenant que vous aimeriez voir ou le type de sujet que vous aimeriez que je traite. Je vous invite à tous à réussir en Suisse. Et bon, on vous dit ciao, ciao. Salut.